Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Bon, vous le voyez déjà là avec à l'image, c'était galère de le lancer, c'est pour ça qu'on est en retard, notamment pour moi. Ouais, il était rouillé le setup, on va dire ça. Donc je vais agrandir rapidement les images de Constant et Charlie. Ça va se dérégler au fil du live, mais voilà. Au moins on se... Oh, le coup dur! Au Aïe, moins, aïe, au aïe, moins, Pierre le qui confond lapsus. les au CM. moins, voilà. Euh, Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, bien sûr. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler des notes individuelles de chaque joueur du Thunder. Et pour en parler, vous avez vu. Constant, d'abord, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Tu as utilisé mon bon prénom, contrairement à Tom que tu as appelé Charlélie à C'est vrai? l'instant. Ouais. C'est Coup parce dur que, pour ouais, Tom. je suis désolé, Top, Euh, c'est que ma source s'appelle Charles-Élie, donc désolé. mais non, ça va très bien. C'est difficile de ne pas aller bien en tant que fan du Thunder vu le début de saison, puisque voilà, ça fait pas vraiment 20 matchs, mais OKC étant 15-4, vous aurez le résultat. Ceux Ouais. qui écoutent la team replay, vous aurez le résultat du match face aux Rockets. Donc ça fera officiellement 20 matchs. Mais oui, très, très heureux de vous retrouver. Et puis, bien sûr, c'est un épisode où j'aurai quelques excuses à faire à certaines personnes et quelques taquets à envoyer à d'autres. Ouais. Tom, du coup, pardon, déjà. Comment ça va, du coup? Est-ce que t'as hâte de cet épisode? Ah, ça va très bien, oui. Comme l'a dit Constant, 15-4, on est bien parti. Mon prono à 60 wins, il tient toujours, hein. On est projeté à quasiment 65 wins, hein, si on garde le même rythme toute la saison. Ça va pas être simple, hein, mais on est en tout cas très bien parti. Donc ouais, moi je serai un peu moins disparate dans mes notes, j'ai l'impression, mais en tout cas, oui, on va parler de ce qui est du bon et du moins bon. Hmm. Globalement, il y a quand même beaucoup de bons, hein, vu le bilan qu'on Ouais. a. Donc, bienvenue à tous dans ce live. N'hésitez pas, du coup, une fois qu'on aura donné nos notes, à donner vous aussi les vôtres dans le chat, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Il y a peut-être certains auprès desquels on va pouvoir débattre un petit peu, on sera peut-être pas toujours d'accord. On va voir envers qui on est dur. Pour préciser quand même, nos notes dépendent des attentes qu'on avait vis-à-vis des joueurs au début de la saison, on va dire, au moment de la preview. Donc, pour faire un exemple, Shea ne sera pas noté de la même façon que Ousmane Dieng, concrètement. Le 18 de Ousmane Dieng ne vaudra pas le 18 de Shea, si jamais on leur met 18 à tous les deux. Voilà. Donc, il y a des joueurs pour lesquels on aura eu beaucoup d'attentes dès le début de la saison, donc on sera plus facilement déçu et plus difficilement surpris. Il y en a qu'on sera plus facilement surpris, on en parlera pour certains. Donc, ils auront peut-être des notes supérieures à d'autres joueurs, mais qui apportent plus dans le roster. Donc voilà, c'est vraiment dépendant des attentes qu'on avait au départ de la saison et comment ils ont répondu à ces attentes-là et comment, on va dire, ça se passe soir après soir, etc. Vis-à-vis de ça. Bon, j'ai essayé de... Tu vois, Constant, j'ai pas oublié cette année de dire ça. D'habitude, j'oublie à chaque fois. C'est toi qui le rappelle. Pour une fois, j'ai pas oublié. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ce sera On répété dans progresse. l'argumentaire pour certains joueurs, tu vois. On progresse. Du coup, pour faire cet épisode, on s'est fié au classement de minutes par match de basketball référence. Donc on a pris les joueurs du celui qui joue le plus par match à celui qui joue le moins. On s'arrêtera à Dillon Jones, je crois que c'est le dernier, si je me trompe pas dans l'ordre. Donc ça fait 12 joueurs plus Chet qu'on notera pas du coup, mais qu'on évoquera peut-être très rapidement et encore. Voilà, 12 joueurs à noter. Et ben le premier, comme d'habitude, hein, c'est Shea. Je pense que même quand on dit on commence pas par lui, on finit toujours par commencer par lui, j'ai envie de dire. Tom, je vais te laisser commencer. Combien tu mets à Shea là sur ce début de saison? 16. 16, c'est la mention très bien. Pas forcément plus, parce qu'il y a quelques petits trucs, notamment une propension à prendre beaucoup de tirs à 3 points chez. Les deux derniers, il en prend plus de 10 par match. Va falloir un petit peu freiner, un petit peu freiner la Ouais. fréquence à 3 points quand même. Mais globalement, c'est quand même un très bon début de saison de chez Gilgeous-Alexander. Il a des stats et un niveau sur le terrain de calibre MVP. Il est dans la course au MVP. Je ne sais pas combien il est, mais il est dans la course. Il y a un gros Cinquième, je Serbe crois, qui à un est. moment il était. Ouais, Ouais, c'est le MVP ladder, mais Oui, en vrai, il est top 3. ouais. oui. Il y a un Serbe qui est, bon, voilà, qui est inhumain, mais sinon, Shea fait partie des meilleurs joueurs de la ligue, hein. Toujours sa trentaine de points par match, toujours un bon impact défensif, toujours dans le ton de l'équipe. Voilà, on voit un peu plus de 3 points de Shea. Moi, je trouve l'idée pas mal. Comme dit, les derniers matchs, il en prend beaucoup trop, mais le fait qu'il augmente sa fréquence de tir à 3 points, ça peut lui permettre d'être un peu plus dangereux, de libérer plus d'espace vers le cercle, notamment si les mecs qui le défendent se disent, bah en fait, on va peut-être pas lui laisser 2 mètres pour driver, parce que il peut prendre le pull-up, et quand il rentre ses tirs, ça devient très compliqué de le défendre. Il va falloir en prendre un peu moins, mais il est quand même finalement avec 6 tentatives par match à
34%, ce qui est pas suffisant pour être une réelle grosse menace en play-off à 3 points, mais qui n'est pas non plus, c'est pas non plus un non-shooter. Donc ouais, bon début de saison. J'avais une petite stat aussi, c'est que on en parlait au moment des playoffs, qu'on aimerait bien voir du Shai sur certains matchs prendre beaucoup de tirs, prendre énormément de prendre, je sais pas, une trentaine de tirs même sur certains matchs. Pour l'instant, il l'a pas fait la trentaine, mais par contre, il y a 2 matchs à plus de 25 tirs, je crois, il y en a 2 à 28, si je dis pas de bêtises. Les 2 derniers. Les 2 derniers, ouais. Lakers Warriors, il a 13 sur 28, il met le même nombre de tirs d'ailleurs, sur 2 matchs compliqués mais remportés par OKC. Et globalement sur la saison, il y a 8 matchs où Shai prend plus de 20 tirs, 8-0 pour OKC sur ces matchs-là. Donc on voit que c'est quelque chose aussi qui paye quand ton franchise player prend beaucoup de tickets shoot. Globalement, voilà, c'est du Shai dans le texte. Je suis un peu moins impressionné que l'an dernier, mais ça reste quand même du très très gros Shai Gilgeous-Alexander. Donc ouais, 16 sur 20. Ok. Constant, plus, moins 15. Moi, j'ai mis 15 à Shai Gilgeous-Alexander. C'est les notes correctes, on va dire. Je pense que sa note pâtit sur plusieurs choses. Je pense que le début de saison, où il tente beaucoup de 3 points et on va dire que c'est pas top. Je pense qu'il faut juger sur l'intégralité du début de saison. Et quand on juge sur l'intégralité du début de saison, on est obligé de juger sur les 4-5 premiers matchs où il est assez cata. Par contre, oui, effectivement, depuis la blessure de Chet, plus de 34 points de moyenne, plus de 7 passes, 52% au tir, plus de 40% à 3 points sur cette tentative. C'est honnête, hein, on va dire les choses franchement. Plus de 2 interceptions, plus d'un compte. Donc voilà, c'est extrêmement honnête ce que fait Shai Gilgeous-Alexander depuis la blessure de Chet. Moi, il y a une stat qui me frappe un petit peu, c'est que le Thunder a joué 19 matchs. Le seul match où OKC a perdu les minutes où Shai Gilgeous-Alexander est sur le parquet, c'est le match face à Golden State où Chet se blesse. Donc c'est un match un peu bizarre. Sinon, OKC a remporté toutes les minutes de tous les matchs où Shai était présent sur le parquet. Donc c'est révélateur du fait que dès qu'il est sur le parquet, il est capable d'apporter un second souffle et de vraiment apporter un rendement positif à OKC. Voilà, il y a encore quelques points, je pense, qui sont un petit peu en cours de progression, on va dire. Tom on a parlé au niveau des 3 points. Bon, la fin de match contre Golden State est assez comique sur sa capacité à vraiment enchaîner les tirs à 3 points. Mais en même temps, le contexte collectif avec Hartenstein qui a 5 fautes, J-Dub qui est out, fait que bon, il y avait un peu que lui qui pouvait créer quelque chose. Un tout petit peu plus de turnover aussi par rapport à l'an dernier. C'est un point que je voulais citer, c'est que forcément, il a une charge plus élevée, mais il y a quelques petits turnovers que tu voyais pas forcément l'an dernier. Mais voilà, sinon, excellent début de saison de Shai Gilgeous-Alexander. Et j'ai même envie de dire, la blessure de Chet le force à s'éloigner du modèle qu'il avait un peu trop utilisé l'an dernier, c'est-à-dire j'attends milieu, fin de premier quart-temps pour me mettre en jambe et pour commencer à prendre mes tirs. Là où, de par les absences, il est obligé de se mettre en rythme dès le début du match. Donc oui, il est noté à 15. Et puis voilà, au niveau du classement du MVP, il ne sera pas devant Jokic, mais il est top 2, top 3. Enfin voilà, c'est un début de saison d'un des 5 meilleurs joueurs du monde, tout simplement. Je lui ai mis 16, moi, aussi comme Tom. Je suis d'accord avec toi, Constant, qu'en gros, sa saison a pris un nouveau tournant au moment où Chet se blesse, pour le coup, et c'est à partir de là où, pour moi, il s'est vraiment réveillé, il a vraiment lancé un peu son rythme de croisière habituel, maintenant pour lui, hein, mais globalement, ses stats habituelles et ce qu'il peut produire soir après soir, le début de saison n'était pas archi convaincant. On parlera de la question des 3 points ensuite. Je vais pas reparler encore de tout ce qu'il fait bien, mais moi j'ai relevé 3 choses sur lesquelles il pourrait progresser pour avoir plus, donc où il pourrait potentiellement être meilleur. La première, et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup, c'est sa défense en aide, où une fois sur 2 il prend des backdoors quand il est ligne de fond et ça finit en alley-oop ou autre. Regardez des fois quand il y a un drive qui vient de l'opposé chez en aide, le joueur passe très régulièrement dans le dos et ça finit en 2 points faciles. Ça arrivait pas mal de fois cette saison, ça arrivait en playoff l'année dernière, etc. Ça m'embête un peu parce que oui, il est souvent sur les lignes de passe, ses interceptions, etc. Il contre, mais il oublie souvent son gars et tu vois qu'il est dos à lui et qu'il lui prend des backdoors assez régulièrement. Donc ça m'embête. Je suis embêté aussi par sa gestion de la balle sur les prises à 2. Ça, j'ai pu en parler avec certains sur Twitter, ça a été mentionné. Où il y a des moments où ça va et il y a des moments où j'ai l'impression que c'est plus je me débarrasse de la balle ou j'ai pas pu passer tout seul et je balance je sais pas comment la balle au milieu de la raquette. Et ça pour moi c'est assez problématique parce que
Il sera pris à 2 pas mal de fois. Alors, l'arrivée d'Hartenstein va aider dans certains choix et dans ce jeu-là, mais il sera pris à 2 et il faut qu'il gère beaucoup mieux le ballon dans ces situations-là. Là où un Luka Doncic, c'est dur de comparer, mais excelle par exemple, et ça devient très dur de le défendre. Je pense qu'il peut progresser là-dessus. Et après, les passes à l'oop, mais bon, ça, ça voilà quoi. Ça, c'est stigmatisé qu'il est pas bon là-dessus. Mais globalement, je trouve que même dans ses passes, je sais pas s'il fait des passes de très belle qualité. Je sais pas comment le définir. Je pense qu'il fait des passes quand c'est nécessaire, quand le joueur est tout seul, quand il est bloqué. Là, les 2 derniers matchs, je vous l'avais dit, hein, il avait presque tout le temps la balle en main. Souvent, il sautait, comme s'il allait prendre son mid-range. Il voyait qu'il y avait un joueur ouvert, il faisait la passe quand il était en l'air. C'est pas des passes de grande qualité, c'est pas des passes de grands passeurs, j'ai envie de dire. Et là-dessus, et ça se ressent sur la loupe, il peut encore. Alors, je sais pas si c'est faisable, hein, mais progresser sur ses qualités de passe ou s'appliquer un peu plus, même si je le sens très impliqué, mais voilà, il y a de l'axe de progression là-dessus. Après, là, c'est du détail. Au-delà de ça, c'est des détails qui peuvent avoir leur importance, mais au-delà de ça, sur le mi-distance, sur l'alley drive, bon, provocation de faute, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais il y aura toujours ce débat de comment il pourrait en provoquer plus, parce que nous, on n'est pas trop de l'avis de il en provoque trop, il fait tous ses points là-dessus, au contraire. Donc ouais, le jeu de Shea est là, il fait son bout de saison pour l'instant assez bien. Je suis pas sûr qu'il soit MVP en restant à ce niveau-là pour l'instant, vu le niveau de certains autres joueurs. Et voilà, après voilà, il y a ce débat du 3 points qu'on nous mentionne aussi dans le chat, où tout le monde est plutôt positif quand même sur Shea. On a du 14, du 15, donc plutôt d'accord avec nous. Il y a plusieurs choses. Déjà, la première, si tu continues toute la saison en 34 points, Oui. 7 passes, il y a peut-être moyen que tu commences à toquer à la discussion du MVP. Deuxièmement, le playmaking, ça c'est un point qu'on avait discuté déjà l'an dernier et qu'on avait discuté à Dunk Hebdo quand on avait fait le DH20, les 20 meilleurs joueurs NBA. Pour moi, le playmaking, j'avais répondu aussi j'avais fait une réponse sur Twitter à une question qu'on nous avait posée où quelqu'un de l'équipe avait déjà répondu. Pour moi, il peut pas progresser au playmaking en fait. C'est-à-dire que là, on est sur quoi la 3e saison de chez Gilgeous-Alexander en tant que superstar. S'il y avait des progrès au playmaking à faire, on les aurait déjà vus. On les a pas vraiment vus depuis 3 saisons. C'est un scorer first qui va toujours privilégier le scoring. Et comme tu le dis, Pierre, le passing sera secondaire. Ce sera jamais sa première option. C'est un très bon passeur de drive and kick. Il est très bon pour trouver les joueurs dans les corners, notamment Isaiah Joe, Kayson Wallace, Kenrich Williams. Donc vraiment, sur le drive and kick, il est très intéressant. Par contre, la relation ou le jeu à deux potentiellement avec l'intérieur, il est pas bon dans ce domaine-là. Même avec Hartenstein, s'il y a des automatismes encore à trouver, mais on le voit assez peu. Avec Chet, c'était déjà le cas, que ce soit l'an passé, que ce soit cette saison. Donc, c'est un joueur qui va toujours privilégier le scoring. Et je pense qu'au niveau de son playmaking, ça restera probablement ce qui l'empêchera d'accéder à la stratosphère potentiellement du top 3 des meilleurs joueurs NBA. Comme tu l'as dit, Pierre, bah voilà, si tu le compares à Luka Doncic, bon, tu le compares à un joueur qui est peut-être le 2e meilleur passeur de toute la NBA. Donc, c'est difficile de vraiment comparer ces joueurs-là. Mais il y aura toujours un frein, je pense, au niveau du playmaking qui va l'empêcher d'accéder vraiment au top de la NBA, même si en quantité, il produit un peu plus que ce qu'il produisait l'an dernier au niveau de la passe. Et un tout dernier point, tu as parlé de sa défense. Moi, j'étais plutôt critique sur sa défense en début de saison. Et je trouve que sa défense sur l'homme, notamment depuis une semaine et demie, a bien progressé. Notamment le match face aux Warriors, où il défend très bien sur Kuminga. Donc voilà, autant la défense off ball, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est très souvent pas dans le bon tempo, ou il n'est pas extrêmement bien placé. Autant la défense sur l'homme, je trouve que ça fait une semaine et demie qu'il s'est bien retroussé les mains. Non, en vrai, la défense, c'est très positif pour moi aussi, hein. C'est juste qu'il y a des actions qui me frustrent terriblement où ils s'oublient complètement et tu donnes 2 points faciles alors que les gars ont défendu fort tout pendant 15 secondes, quoi. C'est ça qui est assez frustrant. Ouais. Ouais, comme vous, niveau playmaking, de toute façon, c'est même pas le meilleur playmaker de l'équipe en termes de qualité de passe. Hein, c'est un bon playmaker parce qu'il a un danger tellement fort au scoring que les défenses se rabattent sur lui, il sait, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, Constant, faire du drive and kick, etc. Mais ce sera jamais, je sais pas si on veut comparer par rapport à des arrière scoreurs qui ont été MVP, ce sera jamais James Harden, par exemple. Les grandes années de James Harden, c'est un scoreur implacable, mais il utilise ce scoring implacable pour être un monstre de playmaking. Et là maintenant. Le jeu avec l'intérieur. Ah bah oui, Clint Capella, Kenneth Farid. Hein. Kenneth Farid. Néné Hilario. Néné aussi, enfin il y a des mecs, il a donné des carrières à des mecs. James Harden, c'est du délire. Donc non. Après,
personnellement, en tout cas, je m'attendais pas à ce que Shea devienne un playmaker, Non. un passeur first. Tu vois. Enfin, c'est un des meilleurs scoreurs de la ligue. Est-ce que c'est le meilleur? Il est dans le débat en tout cas, hein, mais il fait partie de l'élite du scoring en NBA. Et c'est déjà très bien. Le niveau passing, s'il continue de faire ce qu'il fait, comme vous l'avez dit, en diminuant un petit peu les turnovers, en améliorant un peu sa prise de décision, mais oui, pour moi, c'est du playmaking suffisant et j'attendais pas forcément beaucoup plus de la part de Shea, personnellement. Non, après, je m'attendais pas à ce qu'il progresse de manière exponentielle au playmaking, mais il y a des fois, tu dis, bon, c'est vraiment du truc d'urgence, enfin, il y a mieux à faire. Et pour le coup, avec Hartenstein, je trouve qu'il y a eu des situations de jeu à deux où il l'a trouvé au cœur de raquette, etc., qui commencent d'être un peu plus intéressantes. Qu'on voyait pas avec Chet, pour le coup, parce qu'il avait moins ce jeu-là et que Hartenstein recherche beaucoup ses flotteurs, push-shot, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Je trouve qu'il y a des situations intéressantes, et d'ailleurs, vis-à-vis de ça, on en reparlera quand on parlera d'Hartenstein, mais il profite quand même de pas mal d'écrans aussi d'Hartenstein pour se démarquer, pour avoir des tirs qu'il n'avait pas aussi facilement avant. Et ça me fait le lien avec les 3 points, parce que en fait pour moi c'est ce truc des 3 points, je suis pas contre, et ça c'est depuis longtemps, qu'ils en prennent plus, tant qu'ils sont plutôt bons, qu'ils sont pas forcés. Il y a un moment en début de saison ça devenait ridicule de ce qu'ils Ouais, forçaient à prendre. Ouais, les pull-up en transition, ça sert à rien. Des ouais. step back sur du 1 contre 1, pourquoi Oui, pas? Ça, c'est des tirs qu'il peut pour mettre. moi Mais c'est du une arme pull-up en intéressante. transition, Ouais. ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi. Les step back pour moi ça reste une arme intéressante. Il est plutôt à l'aise dessus quand même. Il en a planté des gros, notamment dans le clutch. C'est toujours un tir qui peut être utile. Le pull-up c'est différent. Il faut prendre pour moi, s'il prend des bons pull-up, déjà c'est une belle avancée par rapport au début de saison. Le pull-up où Hartenstein lui pose un énorme écran, le gars défend en drop et t'as vraiment 1 mètre autour de toi pour tirer à 3 points, t'es dans un bon rythme, il me dérange moins que des fois, comme tu dis, en transition, sur 2 joueurs, etc., où d'habitude il va prendre un mid-range. Enfin, voilà, là c'est plus problématique. Et je trouve que l'arrivée d'Hartenstein l'aidera peut-être dans cette sélection de tirs-là. Bon, après, les derniers matchs, je sais pas s'il faut vraiment les compter, notamment celui contre les Warriors, où J-Dub est pas là et tu vois qu'il a toute la charge offensive sur le dos, ça devient compliqué. Et bon, après, voilà, il met celui qu'il faut au bon moment, on va dire, parce que, bon, le reste, c'était pas... Oui, il en met Ouais, deux, il en met deux, hein. Il met celui pour revenir à oui, égalité, il met celui pour passer à +4. Mais et face aux Lakers, c'est pareil, hein, il met le dagger à 3 points. Mais comme vous l'avez dit, pour moi, au niveau de la question du 3 points de Shea, il y a 2 parties dans la saison. Il y a le début de saison où c'est vraiment des pull-ups horribles. Et hmm, sur la seconde partie de saison où c'est plus des step back. Et on retrouve un petit peu plus le jeu de Shea Gilgeous-Alexander à 3 points. Alors après, le volume est toujours trop important. Comme vous l'avez dit, il en prend 20 sur les 2 derniers matchs. Bon, c'est un peu trop. Mais au moins, c'est pas des grands pull-ups en transition catastrophiques. Après, le match face aux Warriors, il prend des mauvaises décisions à 3 ouais, points, hein. Je pense que il c'est force, aussi hein. un reproche qu'on peut lui faire, bien sûr. Il force, il n'est pas du tout dans le bon tempo. Tu as des situations de semi-transition où il s'arrête de jouer, où il s'arrête de jouer le jeu de transition pour prendre un step back compliqué à 3 points. Donc on peut lui faire des reproches. Toujours est-il que bon, moi, ça me gêne pas tant que ça parce que bon, ça ne vient pas trop perturber, j'ai envie de dire, le reste de son jeu. Tu vois, Oui, il continue toujours de prendre ses tirs près du cercle, il continue toujours de prendre ses short mid, qui met pas trop dedans d'ailleurs sur le début de saison. En fait, ce qu'on voit un peu moins, et ça se retranscrit un petit peu sur la fréquence de tirs qu'il prend, c'est des longs tirs à 2 points. En gros, il prend 7%, ouais, 4%, 4 points de pourcentage en moins de tirs à 2 points cette année comparé à l'an dernier. Et il prend 10 points de pourcentage de tirs en plus à 3 points cette année comparé à l'an dernier. Donc, il perd un petit peu au cercle, et perd un petit peu en fréquence de tirs tentés près du cercle et sur les longs tirs à 2 points pour en tenter un peu plus à 3. Bon, ça n'affecte pas trop son efficacité sur le début de saison. Donc voilà, moi, ça me gêne pas trop. Ça me gêne pas trop. après, je pense qu'en playoff, si ça devient une arme un minimum viable, on sera content de l'avoir, potentiellement, ce pull-up-là ou ces tirs-là. Ça peut être intéressant d'avoir ça. On a vu que l'année dernière, ça pouvait manquer à certains moments, donc ça peut être intéressant de l'avoir à arriver à cette période-là de l'année, quoi, concrètement. Ouais, après, c'est un peu le théorème Ganis, c'est-à-dire jusqu'à combien de pourcentage il va devoir monter pour que ça soit vraiment une arme. Oui, Parce que comme l'a dit Tom, en restant à 34%, les défenses vont pas sortir sur lui. Ou en tout cas, vont pas sortir aussi fort sur lui. Ils vont toujours lui laisser un petit mètre, vont toujours rester un petit mètre derrière
parce qu'elles ont peur du jeu de drive et du jeu à mi-distance. Bon, après, Yanis, c'est vraiment pas un shooter du tout, quoi. Pour le coup, il a jamais Non, été, mais ne ça serait-ce qu'à marche. 34%, hein, donc, Ouais, mais ça marche aussi ça marche pour n'importe quel shooter en fait. Je sais pas, Josh Giddey ou même ce qu'on a vu en playoff face à Dallas, à quel point tu dois être à un haut pourcentage de réussite sur un gros volume pour être considéré comme un joueur Mm. respecté, quoi. Je voulais juste mentionner pour finir, peut-être, mais on en parlera peut-être quand on parlera plus collectif. Mais je le trouve parfois mieux utilisé que ces dernières années, un peu plus en mouvement, un peu moins statique. Bon, on Mm. l'a moins senti ces derniers matchs, mais si vous prenez d'autres matchs où il part de 0 degré, il y a une zoom action, où il a un écran plus un main à main, il y a eu pas mal de situations comme ça, où ça, c'est des choses qui m'intéressent pour Shea, parce que s'il arrive en plus lancé ou avec un léger déjà temps d'avance sur le défenseur, plutôt que juste le dribbler sur place, là où il est excellent, hein, mais s'il a encore plus un temps d'avance, ça ajoute quand même pas mal de choses, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Mais tu l'as vu, notamment le match face aux Kings Mm. à la première mi-temps où tu le vois sortir d'un pin down avec un écran qui est posé par Hartenstein. En fait, Hartenstein va directement au panier. Il y a une double team qui sort sur Il est Shea et tout du seul, coup, ouais. Shea c'est Hartenstein qui va dunker tout seul. Donc ça, tu vois, c'est des actions qui sont intéressantes, qui n'amènent pas nécessairement à un panier, mais qui permettent de créer un premier Et qui te décalage. sert de la focalisation défensive, on va dire, sur Shea pour te créer d'autres choses en plus. Plus que quand il est, tout le Ouais. monde le regarde avec la balle en main, ouais, concrètement. Mm. Non, bah c'est pas mal sur Shea. Je remercie d'ailleurs Abdel Fattah qui vient de s'abonner. Et tous ceux qui sont abonnés depuis la dernière fois, vous êtes nombreux. Donc merci à vous de nous avoir rejoints. Bon, la saison se passe bien, on se doute qu'il va y avoir plus d'abonnés. C'est tout le temps comme ça. On était, mais c'est ce qu'il faut. On attendait ça depuis très longtemps que ça se passe aussi bien. Donc voilà. Bon, ça fait Oui, deux ça ans, fait ça 2 fait ans. 2 ans qu'on mange On bien. mange très très bien. Deuxième joueur, J-Dub, c'est lui qui joue le plus après Shea. Je vais commencer parce que le prochain, je le laisserai à Constant pour commencer forcément. Attends, minute par match, c'est pas Ah, moi J-Dub, j'avais hein. J-Dub, ça a changé alors peut-être depuis que ah, j'ai moi, fait. j'avais un autre. Ah, ça a Ah mais oui, changé, parce que hein. je me suis arrêté avant qu'il se blesse et tout, c'est pour ça. Ah ouais, en deuxième, c'est plus Ouais, J-Dub, hein. bah... C'est un pivot Ah bah, allemand. dans ce cas-là, on va sur Hartenstein, on garde le... Ça a dû changer parce que j'ai arrêté mes stats et mes temps par minute avant les derniers matchs, donc c'est possible. Bah, allons sur Hartenstein et du coup je peux laisser la parole à Constant, qui je pense est un peu plus content de l'avoir dans le roster que cet été maintenant. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Voilà, sur Isaiah Hartenstein. Moi j'ai mis 15. J'ai mis 15. On va être très honnête, je suis toujours très sceptique sur la complémentarité avec Chet Holmgren. Par contre, oui, au poste 5, bah, de toute façon, j'avais pas eu trop l'occasion d'en parler puisque je boudais dans mon coin lorsque vous aviez fait l'épisode sur son arrivée, mais moi, je considérais pas du tout qu'Isaiah Hartenstein était un joueur de merde, hein. C'est un très bon pivot. Et du coup, bah, quand tu le mets dans un collectif qui tourne bien, c'est toujours un très bon pivot. Alors, on va être très honnête, les 4 derniers matchs d'OKC, tu mets pas Hartenstein, je sais pas quel est le bilan du Thunder. Mais déjà, celui face aux Lakers, tu le gagnes pas parce qu'il met Anthony Davis dans sa poche arrière. C'est quand même Mhm. assez fou. Le match face aux Warriors, s'il est pas là, tu prends je sais combien de rebonds offensifs sur la figure dans le clutch et sans lui, bah, tu gagnes pas. Le match face à Portland, le tout premier qui joue, c'est pareil. Et le match peut-être le match face aux Kings, tu peux peut-être le remporter parce que tu étais tellement en Oh, feu offensivement que ouais. potentiellement sur lui, tu Bon, le peux. taf qu'il fait Tu sur peux. Sabonis, ils se mettent des, Un ils se niveau mettent Oui. pro, des, quoi. des Ah, mandales tout le match les uns les autres. ouais, mais tu vois, la première mi-temps de Sabonis, c'est pas si mauvaise. C'est C'est vrai. en Mhm. deuxième vraiment où ça s'effondre un petit peu. Donc, allez, le match face aux Kings, potentiellement, tu peux le gagner. Mais non, son impact est fou. De toute façon, voilà, les insiders du Thunder aux US en ont parlé. Bon, la pose d'écran d'Isaiah Hartenstein, bon, c'est quand même un délire. Et effectivement, ça profite à plein de joueurs. Ça pourrait même profiter encore mieux à certains joueurs. On en parlera juste après. Mais voilà, que ce soit Shea, que ce soit Jalen Williams, que ce soit Isaiah Joe. Enfin voilà, il y a plein de joueurs qui profitent de la pose d'écran d'Isaiah Hartenstein. Défensivement, bah, avoir un mec qui fait plus de 2 mètres, bah, c'est quand même intéressant hein, parce qu'il est quand même capable de contester 2-3 tirs, notamment face aux Mhm. Warriors où il a une superbe recovery sur un drive de Wiggins où il va contrer le tir et plaquer la balle contre le plexi. Donc voilà, pour l'instant, il est parfait. Je vais être très honnête, il est parfait. Il est dans le 99e centile sur les on-off en rebond offensif. Steven Adams, c'est Bon, Steven Adams en gros, quoi. En gros, voilà, c'est... c'est Steven Adams. Et il est aussi dans le 99e centile sur les rebonds défensifs sur les on-off. C'est-à-dire que bah, quand il est sur le parquet, OKC est seulement 21e en pourcentage de rebonds défensifs. Là où quand il n'est pas sur le parquet, OKC est dernier voilà, en pourcentage de rebonds défensifs.
Non, il y a plein de trucs intéressants. Après, voilà, il y a encore un petit peu de turnover. Il y a quelques situations où voilà, il a plutôt tendance à perdre quelques ballons, mais non, sur ce début de saison, en tout cas sur les 4 matchs, parce que c'est pas vraiment un début de saison, mais sur les 4 matchs qu'il joue, c'est extrêmement positif. Et voilà, ça vaut pas 30 millions, on va être très honnête. Par contre, oui, sans lui, OKC serait peut-être plus bas au classement que le Tu lui mets First Seed. combien du coup? 15. Ok. Tom? Une belle note. Moi, je mets 14 parce qu'il a joué que 4 matchs. Je me voyais pas le mettre Ouais. plus quand même. Enfin, il vient d'arriver, quoi. Mais l'adaptation, comme l'a dit Constant, elle est excellente d'Hartenstein. Franchement, il est arrivé, on dirait que ça fait 2 ans qu'il est au OKC déjà. Il est génial. Contre les Kings, on l'a dit, contre les Kings, il fait même dégoupiller Sabonis. Sabonis, il sort du match fin de troisième, début de quatrième. Il est plus dedans du tout. Il y a même des actions spectaculaires. Le compte sur Dalton Connect, monstrueux. Alors, il nous fait Incroyable. très peur, hein. La retombée Ouais. sur la hanche, là, il nous fait très très peur d'Hartenstein, mais bon, tout va bien. Et ouais, contre énorme, Constant a parlé de la recovery sur Wiggy. Et c'est vrai que déjà sans lui, on n'aurait pas de pivot. Donc évidemment, ça fait bien de l'avoir, mais même l'impact au rebond, la défense sur Anthony Davis, même offensivement, déjà on a retrouvé un concept OKC qui s'appelle le pick and roll. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais alors la relation J-Dub Hartenstein sur pick and roll, je suis trop content. Ça fait du bien de retrouver ce concept-là. Et même utilisé en hub offensif. Il y a des pertes de balles, mais on sent qu'elle a la volonté de l'utiliser en tant que passeur, même principal sur certaines possessions. C'est très intéressant, il faut continuer de développer ça. Niveau screen assist aussi, il est très important, et d'avoir un pivot qui pose de bons écrans, ça fait du bien aussi. Voilà, donc c'est excellent, Hartenstein des deux côtés du terrain. Il a son petit flotteur aussi, là, faut voir si ça continue. Son petit flotteur à 3 mètres du Bon, il cercle. l'avait déjà à New Il York. l'avait déjà, mais tu Il l'avait vois, déjà à voir à New quel York. point il va réussir à être efficace là-dessus, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ouais, Hartenstein, ça reste à confirmer ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'on est ultra surpris du fait que Hartenstein ce soit un bon pivot NBA? Non. Pas tant que ça, c'est plus la relation avec Chet qu'il faut voir, et on va pas l'avoir avant un paquet de temps. Mais pour l'instant, ouais, de ce qu'on a vu d'Isaiah Hartenstein, c'est très très bon. Donc 14 de mon côté. Juste un petit truc avant que tu partes, Pierre, un tout petit truc à ajouter. Moi, j'avais un peu peur de l'engagement que pouvait avoir Hartenstein. Je me disais, bon, est-ce qu'il va être autant dans le hustle que ce qu'il a pu être par les Knicks, enfin chez les Knicks, maintenant qu'il a chopé un gros contrat. Bah, le Boug, en 4 matchs, il s'est retrouvé avec l'arcade ouverte, il Ouais, s'est C'est un retrouvé malade. avec le dos en compote sur une tentative de dunk. Donc ça va, en termes de hustle et en termes d'énergie. Bon, j'ai plus trop de doutes sur le fait qu'Hartenstein n'est pas juste venu Non, pour mais lui prendre et son shoot. Caruso, sur ça, il n'y a rien à dire. Sur le début de saison, ouais, c'est on en magnifique. Mm. parlera, mais voilà. Non, moi je lui ai mis 15. J'aurais pu lui mettre plus, mais je lui enlève des points parce qu'il était absent, concrètement, et qu'il y a peu de matchs, et que, bah, on a déjà dit, la meilleure qualité c'est d'être sur le terrain déjà. Donc voilà, il a perdu un peu de Oui. points. Mais en fait, moi, sur le faible échantillon qu'on a eu, j'ai déjà vu tout ce que je pouvais attendre de lui. Alors, bon, faut le confirmer, comme vous l'avez dit, mais voilà, rien que déjà le combo poste d'écran, rebond, ça te change énormément de choses pour l'équipe. Là, Constant, tu l'as dit, pour les rebonds, c'est plus la même équipe en fait, parce que ton jeu de possession est tellement mieux quand t'as Hartenstein qui peut te prendre des rebonds off et des rebonds def, que tu provoques Mm. presque autant de turnover quand il est là. Et en plus, tu as plus de rebonds des deux côtés du terrain. Déjà, ça te change énormément de choses. Et ce qui fait, comme tu as dit, que ben, tu t'en sors avec un bilan pour l'instant très bien là, sur les matchs où il est là. Son passing, là vous en avez parlé, il y a des flashs, ça va mettre un peu de temps à vraiment cliquer, etc. Mais il est pertinent là-dedans, j'ai envie de dire. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il peut déjà rendre euh, pas l'entièreté du roster meilleur, mais presque quoi. C'est-à-dire que Shea, sur les écrans, il en Mm. profite. J-Dub, lui, sur le jeu à deux, sur les écrans, etc. Et puis, quand, euh, quand, euh, quand il sera en sortie de banc, peut-être, Hartenstein, il y aura encore plus ça, peut-être. Donc ça va être vraiment intéressant. Isaiah Joe, j'en parle même pas, que si les situations de end-off, où il pose un écran derrière, là, comme on a vu 2-3 fois ces derniers temps, se développe, il va vraiment en profiter. Enfin, globalement, tout le monde va en profiter, et on verra d'autres joueurs. Donc c'est ça qui est vachement intéressant avec lui aussi, quoi. Et puis après, ouais, défensivement, pour l'instant, rien à dire. Il a été mis 2-3 fois dans un océan face à des guards, et il a bien tenu, hein, l'action de Buddy Hield en fin de match. Bah, mine de rien, elle vaut presque un stop défensif, un compte qu'il peut mettre, hein. Beaucoup en ont parlé aussi. Oui, Donc oui. ça, c'est Mais c'est c'est que que Buddy. Buddy Hield. Je suis d'accord avec toi. C'est que Buddy Hield, mais déjà, tu te dis, bon, ok, ça c'était intéressant, il y a l'investissement, il y a tout. Donc non, très satisfait pour l'instant de ce qu'il a produit. Et effectivement, s'il n'est pas là
Là, sur les derniers matchs, je sais pas combien on en gagne, effectivement, ouais, c'est sûr. Ouais, et puis surtout, tu vois, il y a un truc intéressant sur le match face aux Lakers. Bon, les Lakers, ils se sont dit, on va mettre Anthony Davis sur Cason Wallace ou sur Lou Dort. Du coup, on va mettre Dalton Connect sur Isaiah Hartenstein. Isaiah Hartenstein, c'est pas Chet Holmgren, hein. Il a Ouais. vu qu'il avait un plus petit sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il le drive Il l'a direct, hein. posté Donc aussi, il a voilà, fait. Ouais, ouais, il y a autre chose. voilà. Tu vois, je trouve ça intéressant aussi. C'est un pivot plus traditionnel, on va dire, avec ses limitations. Il y a quelques limitations, mais voilà, il remplit parfaitement son rôle. Encore une fois, on ne verra pas l'association avec Chet jusqu'au mois de février, donc ça lui laisse 2 mois pour rayonner. Mais oui, il remplit tous les critères de ce que tu pouvais demander à un pivot d'OKC dans les circonstances actuelles avec Mm, l'effectif mm. actuel. Tout le monde est très dithyrambique dans le chat, hein. C'est du. Pour l'instant, c'est presque du 20 sur 20 sur les 4 premiers matchs. On a du 18. On a, voilà, tout le monde est très, très dithyrambique sur lui. T'as juste une question pour finir, d'abord pour Tom. Est-ce que sur le spacing d'OKC, t'as ressenti un mauvais impact? Parce que c'était ça aussi en partie des fois le débat. Est-ce que c'est compromettant des fois pour les lignes de drive, pour tout ça ou pas? Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression. Comme dit, vu qu'il est utile en poseur d'écran, en hub, tu as parlé des end-off avec Isaiah Joe, il arrive quand même à contribuer là-dessus. Alors après, ce sera toujours un souci quand tu as un joueur comme Shea qui est quand même dominant plutôt à mi-distance ou dans la raquette, d'avoir un pivot qui peut pas espacer le terrain. Parce qu'Hartenstein, autant son flotteur il est bon, autant il shootera jamais à 3 points. Ça commençait à nous parler un peu de ouais, Hartenstein, est-ce qu'on va développer son tir, etc. Il n'a pas pris un 3 points depuis qu'il est arrivé au KC et il en prendra quasiment pas, hein. Donc pour l'instant, c'est pas un problème énorme que j'ai relevé dans les matchs que j'ai vus, mais peut-être qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui peut poser souci et face à quoi les défenses peuvent s'adapter. À la limite, peut-être que dans les matchs où Shea prend trop de 3 points, tu vois que les défenses se resserrent un peu vers la raquette. Est-ce que c'est la présence d'Hartenstein qui impacte ça, ou est-ce que c'est d'autres joueurs d'OKC sur le terrain qui rentrent pas un tir à 3 points, dont on parlera plus tard, qui font que les défenses les calculent un peu moins et se resserrent plus proche de la raquette? Je sais pas quel est le facteur principal. J'ai plus l'impression que si tes shooters sanctionnent, les défenses vont s'agrandir et que Hartenstein, c'est un non-shooter, mais c'est le seul non-shooter de ton équipe, sur le papier en tout cas. Donc je suis pas persuadé que Hartenstein soit vraiment un blocage définitif pour le spacing de Casey. C'est moins problématique parce que il est très souvent au Mm. large en fait. Il est très souvent au large à poser un écran. Oui, il t'apporte pas du pick and pump que peut t'apporter Chet, mais il oblige quand même l'intérieur adverse à sortir un minimum sur le porteur de balle. Donc c'est moins problématique. C'est plus problématique, comme l'a dit Tom, sur les situations où Isaiah Hartenstein n'est pas directement impliqué dans le jeu offensif, ce qui est assez rare quand Ouais. même sur les 4 matchs parce qu'il est toujours là pour poser un écran. Donc forcément, c'est un peu moins visible que quand il est dans le dunker spot, un truc que OKC utilise, enfin qui OKC utilise très souvent le dunker spot pour y mettre un guard et pas Isaiah Hartenstein. Donc c'est un peu moins problématique. Même si voilà, il y a quelques situations, notamment encore une fois le match face à Golden State où tu as un drive de Shea, où tu as Draymond, Andrew Wiggins, ses potes, il me semble, ils sont 3 sur lui pour ressortir. Enfin, ils sont 3 à sortir sur lui et là pour le coup, il calcule absolument pas Isaiah Hartenstein. Mais on va dire que c'est moins problématique parce qu'il a quand même la mobilité pour jouer au large, entre guillemets. Et puis surtout, il est tellement fort sur sa pose d'écran que bah, de toute façon, le joueur qui prend l'écran, il faut 3 secondes pour récupérer le retard qu'il a sur Shea. Donc forcément, au niveau du spacing, c'est un peu moins problématique parce que tu en as déjà un qui est dans le vent sur la pose d'écran. Donc la ligne de drive, ça reste du 1v1. Ouais, puis tu vois, même quand il est, on va dire, près du cercle et qu'il y a un drive out, il est quand même assez intelligent pour faire les bons déplacements, les bonnes bascules selon le drive, etc., pour se présenter dans le bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est plutôt intéressant Mm, aussi. C'est pas vraiment un joueur statique au milieu, quoi. Alors effectivement, tu as quand même un joueur au mm. milieu. Ça, c'est toujours la même problématique, mais OKC a déjà pas mal de solutions vis-à-vis de ça. Mais ouais, effectivement, je suis d'accord avec vous que le spacing, ça en ressent pas forcément. Ça s'en ressent plus quand OKC met pas de tir, honnêtement, que quand c'est pas vraiment de sa faute, quoi. Ce qui est Ouais, souvent le ce qui est cas. souvent le cas depuis le début de saison, c'est pas trop de sa faute. Mais ouais, et comme il est très souvent au large avec la balle en main ou en pose d'écran, effectivement, ça se ressent pas forcément, ouais. Mm, On a mm. eu une bonne remarque qui est que si vous notez Hartenstein, vous pouvez noter Chet. Effectivement, dit comme ça, voilà. Donc très rapidement, on va le faire maintenant, ça fait une petite transition. On va pas reparler de Chet parce qu'on l'a fait il y a pas si longtemps que ça au moment de sa blessure, de son début de saison, de tous les impacts. Juste, Mm. Constant, combien tu l'aurais mis à peu près à Chet sur son début de saison? 15. J'aurais mis 15. 15 ou 16.
pense. Ce qui est très bien pour toi, en contexte. Non, vous allez voir les notes là. Déjà, j'ai mis la meilleure note ex aequo pour Hartenstein. Non, mais après, je trouve que Chet en soi, c'était comparé aux attentes, il était à peu près dans le registre que je lui attendais. Alors oui, défensivement, il évoluait à un niveau qui était deep boy. On va être très honnête, hein, c'était lui qui avait un chemin tout tracé sans sa blessure, c'est ce qu'on a dit dans l'épisode. Après, offensivement, c'était toujours plus ou moins le même Chet que ce qu'on a pu voir l'an dernier. Voilà, au niveau du 3 points, il avait très mal démarré, il avait commencé à remettre dedans. Il y avait toujours un peu de provocation de faute, mais voilà, sur l'auto-création, on était quand même très sceptique et les turnovers avaient augmenté. Donc, ouais, moi, j'aurais mis 15, je pense, parce que le step-up défensif était quand même délirant, sachant qu'il évoluait déjà à un niveau défensif l'an dernier. Par contre, en attaque, comparé aux attentes qu'on pouvait avoir, c'était toujours plus ou moins le même chef. Moi, ça aurait été 17. Ça aurait été la meilleure note. Parce que ce qu'il fait défensivement, vraiment, le niveau qu'il a affiché sur les 9 premiers matchs, parce que le 10e, il joue pas beaucoup, mais c'était un délire total. Tu l'as dit, Constant, c'était Deep Boy, hein, au bout de 10 matchs. Vraiment, il était exceptionnel défensivement. Et en attaque, moi, je trouve qu'il y a les pertes de balles, et évidemment, c'est quelque chose qui lui enlève des points, mais il était plus agressif au panier et il sanctionnait plus au panier. Ce qui était un truc qu'on ne le voyait pas assez faire, je trouve, l'an dernier. Là où il était très bien parti offensivement l'an dernier, c'était notamment parce qu'il rentrait ses tirs. Là, cette année, il y a des matchs où il a 0 sur 5 à 3 points, mais où il est quand même très pertinent offensivement et où il met quand même sa vingtaine de points ou pas loin parce qu'il est ultra agressif au panier et parce qu'il sanctionne là-dessus, qu'il roule un peu plus, etc. Donc, moi, pour son attaque, j'étais assez satisfait avec quand même des améliorations à avoir sur les pertes de balles parce qu'il y en a vraiment trop. Des spins de Chet où il se fait chipper le ballon trop facilement. Mais avec ce qu'il proposait défensivement, rien que ça, franchement, c'était assez délirant. Donc, personnellement, ça aurait été 17 et la meilleure note de l'équipe si on avait noté Chet sur ce podcast. Ouais, moi je pense que j'aurais mis comme toi, Tom 17, et effectivement, il aurait été égalité avec un autre joueur dont on va parler bientôt. Ah, il m'a égalité aussi. Euh, Mais Numéro voilà, 1, vous quoi. avez juste mis un point de plus que moi Oui. pour tout le monde, c'est tout. Mais Voilà. non, je suis d'accord avec vous, et plutôt même avec Tom, où quand tu dis qu'il y avait quand même d'autres choses offensivement, moi c'est ça, je suis un peu moins frileux que Constant sur son début de saison, et j'avais l'impression qu'il avait quand même progressé sur de la création, sur des choses. Alors c'était des flashs, il n'y avait pas énormément de choses non plus, on n'avait pas eu un développement inhumain. Alors défensivement ça devenait inhumain pour le coup, mais pas offensivement. Mais ouais, il y avait quand même des choses qu'il avait ajoutées petit à petit, qui étaient intéressantes, etc. Le tir commençait d'arriver, puis globalement il était à un niveau ouais, niveau All-Star, niveau DPOI potentiellement, enfin c'était vraiment très énervé pour Chet sur le début de saison, donc malheureusement on verra ça, j'espère que rapidement, le plus rapidement possible. Non, mais j'ai dit ça, on verra ça, j'espère, à ce niveau-là, en fait. C'est plus ça que. C'est dans Oui, ce sens-là que je disais. parce que sinon, on a tous vu la vidéo en béquille, hein, donc ça Ouais, va pas être pour mais tout ça, de c'est suite. normal, en fait. S'il peut pas poser le pied, la hanche et tout, il doit la tenir. En fait, je n'ai pas compris pourquoi les gens étaient si choqués de ça. Parce que là, tu vois Chet marcher en béquille et tu te dis, là, dans 6 semaines, il est censé revenir. Alors, ouais, moi, ça a paniqué un peu trop fort sur Oui, Twitter, c'est mais c'est vrai que ça. quand tu vois la vidéo, tu Moi, fais, waouh! j'ai- Ouais, effectivement, il y a de la j'étais pas recovery à faire. surpris qu'il puisse pas forcément poser le pied si ça lui sollicite la hanche directement, en fait. Donc, moi, ça m'a pas forcément choqué. Bon, pas de là, il est pas en fauteuil non plus, hein, donc voilà, mais ça m'a pas tant perturbé que ça, en fait, ça. Mais bon, oui, j'ai vu que ça. Ça ne reviendra pas, En plus, ça reviendra pas avant le vous avez All-Star même break. pas enlevé, vous avez même pas enlevé des points en disant, bah, il a loupé la moitié de la Ah bah, saison parce c'est qu'il est vrai. blessé. Alors que Shine, vous lui C'est avez c'est enlevé vrai, des c'est vrai. points. Bah, si Voilà. on s'arrêtait au moment où il jouait, ouais. Et voilà. Parlons de J-Dub, du coup. Si je me trompe pas, c'est le suivant dans Mm. la liste. Je vais commencer, mais c'est à lui que j'ai mis 17. C'est que j'aurais mis 17 à Chet, mais j'ai mis 17 à J-Dub. Je trouve qu'il monte en puissance au fil du temps. Bon, moins les 2 derniers matchs, parce qu'il y en a un où il s'est blessé et un où il était un peu moins présent. Mais il m'a surpris, en fait, c'est pour ça qu'il a autant. Il m'a surpris sur pas mal de points. Donc déjà, défensivement, notamment quand il n'y avait pas de pivot, je pensais pas qu'il était capable d'être aussi fort. Là, l'investissement qu'il a mis, alors je pense pas qu'il aurait pu le tenir ça toute la saison, on en a déjà dit, mais l'investissement qu'il a mis, l'impact qu'il a eu, l'impact physique qu'il a mis, c'était assez lunaire en fait quand tu commences à la tenue là sur les moments où il n'y avait pas Hartenstein et Nietzsche. Donc sur ça, il m'a vraiment impressionné. Offensivement,
Il y a eu des passages ou des matchs à plus de 30 points là où c'était le meilleur joueur sur le terrain par passage concrètement. Et honnêtement, hein, quand tu mettais ces deux choses là ensemble, c'était un joueur, t'en as parlé constant, top 20 NBA. Enfin, il y avait un moment, il y avait même. Franchement, All-Star, en ouais, tout cas. il n'y avait pas de doute à un moment. Voilà. Je trouve, et ce qui est intéressant, moins prévisible dans ce jeu offensif que l'année dernière. Il va pas tout le temps à gauche prendre son mid-range, il y a beaucoup plus de choses, il y a plus de 3 points. Ce qui, ça, on félicite, j'ai envie de dire, puisque même si l'adresse a peut-être légèrement diminué, dans l'impact que ça a sur le roster, sur l'offense au global, vu que les autres mettent rien concrètement, ça sauve pas mal de situations. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des pull-ups, il y a du spot-up, il y a tout. Toujours aussi fort off-ball aussi. Il ne faut pas l'oublier que quand Shea est sur le terrain, lui, il reste très fort off-ball. Et voilà, globalement, il m'a surpris parce que il n'a pas fait peut-être ce step autant que certains l'espéraient parce que certains avaient peut-être des attentes démesurées. Mais là, oui, il a un niveau d'All-Star sur la majorité des matchs, quoi. Le seul truc, moi, c'est que les minutes sans Shea sont encore souvent négatives. Et c'est ses minutes à lui. Et c'est souvent négatif quand même. Et il y a quand même des passages où il disparaît un peu, mais comme tout le monde, hein, mais peut-être moins fréquemment qu'avant. Et sur ces minutes-là, il doit prouver, quoi. Il y a encore trop de fois où, dans mes petites notes de match, je mets que les minutes sans Shea, c'était négatif. Et au final, ou alors c'est sauvé par Kenrich, c'est sauvé par Wiggins, tu vois. Et c'est pas encore le show de J-Dub comme ça pourrait l'être. Ah, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. J'ai mis 16. C'est ma plus haute note pour J-Dub. Quand bien même, là aussi, le début de saison n'était pas folichon, hein. Avant la blessure de Chet, c'était quand même pas terrible. On va être très honnête. Bon, depuis la blessure de Chet, il est en 24 points, 6 rebonds, 5 passes, 54% au tir, 41% à 3 points, C'était pas 2,5 All-Star, là. interceptions, un compte pour 2 C'était pas turnovers. All-Star, Voilà. là, en vrai, je comprends pas. Mais bon. Voilà, surtout que sur le front de courte dans la conférence Ouest, ceux qui étaient sélectionnés l'an dernier, c'était Kawhi qui est actuellement à l'infirmerie, c'était Paul George qui est parti dans la conférence S, c'était Karl Anthony Towns qui était Qui est parti, parti. qui est lui aussi parti dans la conférence S, et il m'en manque un, je sais plus lequel c'était, Edwards, mais il c'était avait un mis mec que en J-Dub. front courte. Non, En guard. guard. Ouais, en guard. Bon, enfin bref, il a une place de All-Star. Surtout si OKC reste first seed, il a potentiellement la place qui était destinée à Chet. Elle pourrait peut-être lui revenir. Mais non, sur le début de saison, J-Dub, en fait, défensivement, il cumule ses qualités de sa première année et de sa deuxième année sur le début de saison. C'est-à-dire que quand on avait fait le podcast sur J-Dub, on s'était dit, bon, peut-être qu'avec l'arrivée d'un second pivot, avec l'arrivée d'Hartenstein, il allait potentiellement redevenir plus ce joueur capable de piquer des ballons, ce qu'il était en saison rookie, que ce qu'il n'a été durant sa seconde saison. Ce qu'il fait. Et en fait, en deuxième saison, il était plus dans la protection de cercle. On se disait, bon, est-ce qu'il va être capable de le refaire? Il le fait toujours. Donc oui, J-Dub, le début de saison défensivement est assez dingue. C'est le meilleur passeur de l'équipe, on va être très honnête. Ouais. Le jeu à deux, et encore, tu vois, l'association avec Isaiah Hartenstein, il y a encore des progrès à faire, mais les passes en lob, c'est J-Dub qui les fait, hein. C'est pas chez où Hartenstein est en train de rouler, et du coup, il y a un lob pour lui qui est fait de la part de J-Dub. Au scoring, il a augmenté son volume à 3 points. Alors, il n'a pas explosé non plus, puisqu'il prend plus de tirs. Donc, on va dire que les tirs en plus qu'il prend, comparé à l'an dernier, c'est les 3 points en plus qu'il prend. Voilà. Donc voilà, au niveau du ratio tir tenté, 3 points tentés, il n'est pas non plus exceptionnel, il est en dessous de la moyenne NBA. Mais voilà, la perte d'efficacité est assez minime comparé à l'augmentation du volume, puisqu'il est passé de 43 à 40% à 3 points. Moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que la fréquence de tir près du cercle est en baisse, l'efficacité est en baisse, et la fréquence de tir tenté à mi-distance, les short mid, est en baisse, et l'efficacité aussi. En gros, il est à 65% sur ses longs tirs à 2 points, il est à 25 sur 41, ce qui est quand même assez délirant en termes d'efficacité. Attention, si jamais ça vient à baisser, il y aura peut-être une baisse d'efficacité au global qui va venir. Et voilà, bon, il est toujours incapable de provoquer des lancers. Ça, c'est une problématique. Même lui en a parlé en disant qu'il essayait de bosser dessus. Ça peut être très négatif, hein, ce que je dis. Enfin, ça peut paraître négatif la façon dont j'en parle, alors que j'ai mis 16. Mais voilà, on est sur un joueur qui est All-Star. Potentiellement, s'il reste sur le même rythme toute la saison dans les conversations de All-NBA. Et puis voilà, défensivement, c'est quand même un joueur que tu peux mettre dans n'importe quel line-up face à n'importe quelle équipe. Et ça, sa polyvalence défensive, c'est un truc qui est extrêmement valuable. 17 hein, de mon côté. C'est pas pareil, c'est ma meilleure note hors chat du coup.
enfin, illégalité avec Chet. Hein. Mais ouais, j'ai pas beaucoup plus à ajouter parce que oui, la provocation de lancer, c'était un peu le point qui me faisait tiquer sur J-Dub. Il provoque 3 lancers par match, c'est pas assez. Hein. Concrètement, faut aller beaucoup plus au contact, au panier, etc. Mais sinon, ouais, le 3 points, je trouve que c'est bien. Il en prend quand même plus de 5 par match. Il y a du mieux par rapport à ça. Il prend, comme tu l'as dit, Pierre, il y a des matchs où il se cache un peu, mais quand même, en général, c'est de moins en moins le cas. Et pareil, il y a que 4 matchs cette année où il prend moins de 15 tirs dans les matchs. C'est le match quand il se blesse contre Golden State et 3 blowouts. Donc sinon, il prend tout le temps plus de 15 tirs. Il prend souvent quand même ses responsabilités. Et globalement, il fait quand même, comme vous l'avez dit tous les deux, il fait une saison calibre All-Star. Hein, concrètement, c'est ce qu'on attendait comme évolution de la part de J-Dub offensivement. Et il répond tout à fait présent. Et c'est une très bonne seconde option dans une équipe qui vise très haut. Et Pierre, tu en as parlé aussi de ce qu'il a fait au poste 5. Bon, le match contre les Clippers, il m'avait choqué. Alors, il a fini complètement carbonisé sur Zubac, il n'en pouvait plus. Mais il s'est donné à fond. Le dernier quart-temps, il ne fallait pas que ça dure plus longtemps parce que vraiment là, c'était très compliqué. Mais il a été très bon dans sa manière d'aborder ce changement de rôle. Et ouais, globalement, défensivement, c'est un super défenseur. Il est peut-être calibre all-defensive parce qu'on parle de All-Star, voire All-NBA en fin de saison, s'il garde ce rythme, etc. Défensivement, moi, j'ai pas fait mon classement, hein, mais il fait partie des joueurs qui peuvent prétendre à une all-defensive team sur ses 20 premiers matchs, je trouve. Et c'est déjà très très fort venant d'un gars qui a des grosses responsabilités offensives aussi à la base. Donc oui, très, très satisfait de la part de J-Dub. Je vais rajouter une petite stat sur ce qu'il fait défensivement. Il y a 3 joueurs de KC cette année qui sont à plus de 3 deflections par match. Il y a J-Dub dedans. Donc il met quand même une grosse intensité défensive malgré toute la charge offensive qu'il doit assumer. Et ouais, je suis très satisfait de la part de Jalen Williams et c'est la meilleure note aujourd'hui. Peut-être 2 choses pour finir sur lui. D'abord, il y a ce débat All-Star. Moulpi dans le chat nous a fait un peu la liste. Il nous dit sur le front de court, il y aura KD, LeBron, AD, Jokic. Donc ça, je pense qu'on est d'accord. Il y a 3 titulaires. Mais... Ouais. Donc du coup, ça laisse 3 spots. Et 4, derrière, bon, on va dire que ces 4-là, ils seront quasiment sûrs, j'imagine. Et il nous dit qu'il y aura sûrement Wemby et Şengün dans la conversation. Şengün est-il réellement devant J-Dub? Si Houston est deuxième ou ils premier... vont peut-être le mettre, ouais. Parce que Houston restera-t-il deuxième? Voilà, c'est l'autre question. C'est autre chose. Wemby, effectivement, mais est-ce que les résultats collectifs vont pâtir de... Et encore, ils sont pas si nuls que ça, les Spurs. Donc... Non, ils sont bons, ils sont bons. Ouais, puis Wemby, Wemby, il a une hype aussi, hein. Ça va jouer, il va être All-Star, hein, concrètement. Non, mais Wemby peut être All-Star, mais vous voyez, par exemple, Sabonis et DeRozan, par exemple, sur le front de courte, là, ça peut être 2 concurrents, sauf que quand vous regardez le bilan des Kings, il y a quand même une nette différence, donc il y a un moment où, potentiellement, moi, je vous dis pas, c'est garanti, il va être All-Star, par contre, il y a clairement un chemin dans lequel il peut se faufiler pour l'être, parce que voilà, il y aura Jokic, LeBron et KD qui seront titulaires, il y aura AD qui sera remplaçant, vous mettez même Victor, ça laisse toujours 2 spots sur le front de courte, hein. Et je suis pas convaincu très honnêtement que Şengün soit mis devant Jalen Williams, surtout que faut pas non plus sous-estimer la cote de popularité que peut avoir Jalen Williams auprès des journalistes américains et aussi auprès de l'environnement global, on va dire, de la NBA. C'est quand même un joueur qui a une valeur et une réputation qui est très élevée. Et autre débat que ça a amené dans le chat, c'était ce débat second créateur, où on l'a vu aussi pas mal de fois sur Twitter, où les gens attendent toujours d'avoir un second créateur à mettre sur le banc, en plus de Dub, en plus d'Hartenstein, etc. Moi, de mon côté, je suis pas forcément fan. En plus, il y a d'autres profils sur le banc qui sont intéressants. Je sais pas comment vous situez maintenant par rapport à ça, maintenant qu'on a joué un petit peu au cours de la saison là. C'est trop dur de savoir tant que t'as pas un effectif au complet. D'accord aussi. Que l'absence de Chet empêche de se projeter aussi avec lui. Ouais. Tu peux pas savoir. Alors oui, franchement, je vois des trucs passer. Ouais, faut ramener Schroeder, faut ramener machin. Oh non, il y a un moment où, Dennis Schroeder, déjà, moi, j'ai pas oublié sa série face à Houston dans la bulle où il était catastrophique. Ça, déjà, ça reste en mémoire. Et puis non, pour moi, tu es dans une situation où déjà, on le voit, l'arrivée d'Isaiah Hartenstein l'aide quand même déjà un peu plus sur la seconde unit. Et encore, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion, les deux, d'évoluer toujours très souvent ensemble. Parce que le match face à Golden State, typiquement, J-Dub, il n'est pas là. Donc, il n'est pas là de toute la deuxième mi-temps. Ce qui ne sera pas forcément le cas si tu étais là. Donc, oui. Donc, non, pour moi,
La principale problématique actuellement du Thunder, c'est pas le troisième créateur, puisqu'en soi, Shea en est un et J-Dub en est un aussi, mais c'est plus mettez vos tirs wide open. Ça, c'est une vraie problématique actuellement du côté d'OKC, et c'est une plus grande problématique, je pense, quand on arrivera en Carrément. avril-mai, que le troisième ball handler ou le troisième joueur capable de se créer son tir via le Oui, dribble. parce que si faut que tu gagnes de la respectabilité à 3 points pour que tes franchise players, enfin tes leaders puissent justement créer balle en main et être plus impactant. Donc ouais. Après, il y a peut-être cette question du troisième créateur du coup, parce que ce serait après chez J-Dub, parce que tu regardes les dernières finales NBA, bah Boston ils en ont plein. Ils sont Ah dans Oui, mais non, Boston, 6. mais Boston, c'est une Boston, exception, hein. mais ils jouent Euh, des Bo- ISO Bo- Bo- Boston, Boston, ils jouent ils des ont mismatchs un. tout le temps. Non, mais Boston, ils ont un ancien All-Star comme cinquième Ouais. option offensive. Donc, il y a un moment, ça va être un peu Voilà, c'est compliqué, compliqué. effectivement, de Mais tu rivaliser vois, même, avec eux. même Dallas, Luka et Kyrie sont des créateurs exceptionnels. Et même, tu as eu des bonnes séquences qui ont fait beaucoup de bien de Jaden Hardy, par exemple, qui est capable de créer un peu. Mais Dallas, c'est aussi quelque chose de différent d'OKC, c'est qu'ils ont aussi des mecs qui ne créent pas du tout. Daniel Gafford, Derek Lively, c'est Ouais. des mecs qui ne créent pas du tout, là où à OKC, tous les joueurs d'OKC sont capables de jouer le rôle de connecteur ou de lâcher la balle. Il n'y a aucun trou noir, en fait, dans l'équipe d'OKC. Donc, c'est Oh, pas. t'es dur avec Lively Lively, comme un il y a de la trou noir, hein. progression, mais sur Il y les a du playoffs de l'an passing. dernier, c'était pas trop le cas. C'est un truc où il peut progresser, où il est plus, c'est plus qu'un simple runner, hein, Lively. Et sur l'an dernier, il apportait pas Mais beaucoup plus que ça quand même. Et Non, Daniel mais. Gafford, bon bah, Daniel Gafford, oui, c'est du dunk, Ouais. hein. Tu roules et du dunk. Mais oui, les profils d'équipe sont pas pareils. Et je trouve qu'OKC, vu comment l'équipe est construite, est-ce qu'avoir un troisième créateur, c'est si important que ça? Je suis d'accord, hein, c'est plus du spacing. C'est plus important le spacing que d'avoir un troisième créateur dans l'équipe pour l'instant. Hmm. Non, j'ai pas grand chose à rajouter. J'en reparlerai en plus un peu plus tard peut-être de ça selon certains joueurs. Parlons de Lou Dort, le dernier un peu du 5 majeur actuel en tout cas. Non, même pas d'ailleurs. Mais le dernier du 5 oh, il y majeur. en a Celui d'autres. qui était au 5 majeur, on va dire, depuis le début de saison et qui joue à À l'Opening l'opening Night. night. Tom, comment tu juges un peu Lou Dort sur ce début de saison? C'est très bien. Bravo Lugenst, je te mets 15. C'est une très bonne note pour Lugensdorf, mais parce que il fait ce qu'on attend de lui. 41% à 3 points, alors qu'en ce moment, il les rentre pas trop. Donc, il était parti, alors il a eu le Pas temps en contre les feu. Lakers par contre. Bon, Ouais, face aux ouais. Oui, Lakers, oui, face aux face aux Lakers, Lakers, il a mis justement. dedans, Il par est contre, resté hein. sur une série de matchs où ça rentrait Ouais, moins, non, alors c'est qu'en début sûr. de saison, il est parti à Ouais, 45, il était à 2 46%. sur Ouais, tu vois, 17. il avait un coup de moins bien quand même. Mais globalement, avec Lugensdorf à 41% à 3 points, c'est très bien, hein, c'est exactement ce qu'on veut. Sachant qu'il les prend contestés ou pas, c'est un mec, ça me surprend toujours, mais Dort, il a pas l'air d'être gêné plus que ça quand il y a un mec qui le conteste, il le prend. Qu'il soit grand ouvert ou qu'il y a un mec qui lui monte dessus, il fait exactement la même chose sur sa mécanique de tir. Il l'accélère pas, il change rien, il s'en fout. Mais globalement, ce qu'il fait en attaque, c'est ce qu'on attend de lui, pas plus, hein. Et défensivement, moi, ce qui me plaît, c'est que sur les 2 dernières régulières, on avait tendance à voir un Lugensdort un peu plus relax défensivement, entre guillemets. Là, c'est redevenu un monstre défensif d'entrée de saison. Et je parlais de All Defensive Team pour J-Dub tout à l'heure, mais s'il y a un joueur d'OKC qui doit être All Defensive Team cette année, Lugensdort, c'est clair et net parce que il envoie des perfs énormes sur des mecs. Il a envoyé en prison Devin Booker, De'Aaron Fox, James Harden. Enfin voilà, il a fait des énormes perfs défensives depuis ce début de saison. Et il est l'un des très grands artisans du fait que OKC soit la meilleure défense de la ligue. Je pense que c'est toujours le cas, hein. Houston est bien remonté, mais Oui. OKC reste numéro 1. Donc voilà, Lugensdort fait ce qu'on lui demande. Donc 15, c'est une très bonne note. C'est très haut, hein, peut-être, mais en même temps, j'attendais pas plus de la part de Dort. Donc je suis très satisfait. Moi, j'ai mis 14 à Lou Dort, hein. Bon, ouais, pas grand-chose à ajouter de plus. 14 à Lou Dort, c'est pas mal. Il y a toujours ces drives d'ahuri qui me rendent fou. Il y en a au moins un par match. Le problème, c'est que ça arrive parfois dans des situations un peu chaudes, les drives d'ahuri de Lou Dort, notamment la fin de match face à Dallas, là où il pique un ballon. Je sais plus à combien est OKC, peut-être moins 4 ou moins 3. Il n'arrive pas à Il finir joue sur la Najee faute, ouais. Marshall, alors que c'est du 1 contre 1. Oh, c'est Et catastrophique. pro- J'étais au LT, j'ai fait non, mais là, faut arrêter par contre. Mais voilà, il y a des situations où il est dans le il est dans le dunker spot. Il y a une super passe d'Artenstein. Il a juste à faire un petit reverse pour finir. Bon, bah, le reverse, c'est à peine si la balle dépasse l'arceau. Non, non, mais voilà, dans tous les cas, défensivement, il est très fort. Il met dedans à 3 points. Donc, on va dire, c'est ce qu'on demande, le strict minimum qu'on demande à Lugensdort. Et c'est le plus important chez lui, j'ai envie de dire. Donc, ouais, moi, je lui mets 14. Après, il y a des situations où
tu sais pas trop, en fait, avec Lou Dort, j'ai l'impression, là, depuis le retour d'Hartenstein, il est vraiment sur Ouais, courant il est plus alternatif, discret, quoi. ouais. C'est-à-dire que, voilà, il y a des matchs où tu le vois pas du tout. Genre le match contre les Kings, là, il joue 40 minutes, il tente 2 tirs. Bon, par contre, il prend 10 rebonds. L'activité au rebond est quand même intéressante. Par contre, tu regardes les matchs d'avant, que ce soit face à Phoenix ou face à Dallas, il tente 10 tirs. Donc, il est un peu sur courant alternatif en attaque. C'est peut-être un peu lui qui doit trouver un rôle différent de par l'absence de Chet et de par l'intégration d'Hartenstein. Mais non, il met ses 3 points, il défend fort. Je pense que lui, s'il joue les 65 matchs, il est bien parti pour finir dans une All-NBA aussi. All Defensive, All-NBA, on va peut-être se calmer. Il est bien parti pour finir dans une All Defensive. Donc, ouais, 14. Début de saison très satisfaisant de la part de Je suis Houdor. mis comme toi, moi, Constant, mais effectivement, je le trouve, depuis le retour d'Hartenstein, ouais, assez discret, assez à la recherche d'un rôle offensif qu'il a trouvé là contre les Lakers. Hein, mais en fait, lui, il joue pas de end-off avec Hartenstein, il joue pas d'écran. C'est un des seuls qui en aura jamais, j'ai l'impression. Donc déjà, ça limite beaucoup de choses. Mais après, le tir est toujours sur courant alternatif. Hein. Le début de saison était monstrueux. Il a eu un petit moment de down, là, il a remis dedans le dernier match. Bon, voilà. Et tu l'as mentionné un peu, j'avais quand même bien noté, c'est que là, au rebond, là, de plus en plus, mais offensif et défensif, il est archi présent. Le nombre de Mm. ballons qu'il tape pour la renvoyer derrière, là, sur les derniers matchs, c'est assez fou. Je sais pas si ça compte comme des rebonds, ça, d'ailleurs, mais c'est Non. assez fou. Ouais, mais alors, du coup, rajouter au moins 2-3 rebonds, en vrai, parce que c'est lui qui le prend à chaque match, parce qu'il tape la balle à chaque fois, etc. Et après, défensivement, je le trouve meilleur que les autres saisons. Franchement, hein, il y a moins de situations où il cherche la faute off constamment sur les écrans, il est un peu calmé. Bon, avec Draymond Green, c'était un sketch, par contre, les deux là. Ah, mais c'est les deux en même temps. Voilà, c'était les C'est deux, la c'était comédia Ça, c'est dell'arte, catastrophique. là. n'importe quoi. Ah, le dernier écran de Green là en fin de match, il le défonce. Enfin, ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, Après, bon, Hartenstein, hein, ses écrans, ils sont pas oui, toujours oui. mobiles, hein, on va être très honnête. Hein. Enfin, ils sont pas Mais, toujours immobiles, on va être très honnête. mais défensivement, je le trouve ouais, vraiment fort. Est-ce que c'est l'arrivée de Caruso qui lui a mis la presse et il lui a dit défends le point of attack, sinon ça va être pour moi et vas-y, défends fort. Mais là, je le trouve vraiment fort. Voilà, vraiment un buffle. Vraiment le buffle ultime. Enfin, la défense sur LeBron aussi. Voilà. Non, c'était là, on est sur une très grosse saison. Et si cette année, s'il reste comme ça, il n'est pas All Defensive Team, bon, bah, tu le seras jamais, Lou. Hein, abandonne, ça n'arrivera Ça pas. va Et gueuler, puis hein. surtout, Ça va gueuler s'il Ah veut ouais. pas, hein. Attention. puis surtout quand tu es une des meilleures défenses de l'histoire, Ouais, hein, ouais. relatif au defensive rating de l'année dans laquelle tu joues. Si tu as 0 gars qui sont dans une All Defensive, il y a un moment, il va peut-être falloir se poser une question sur la manière dont sont formées ces équipes. Et puis après, si on prend sur la globalité, c'est l'un des plus adroits du roster, hein, plus de 40%. Donc bon, voilà, merci Lou. Ouais, il prend ses tirs, quoi. Il prend ses tirs, il le fait bien. Mm. Puis le match contre les Kings, je l'ai beaucoup aimé, malgré le fait qu'il n'ait pas pris un 3 points du match, parce que malgré ça, c'est là où on voit que défensivement il est très fort. Il finit avec, il joue 40 minutes, je crois, Mm. quasiment, 39, et il a plus 20, et il éteint De'Aaron Fox. De'Aaron Fox a passé un match horrible. J'avais un peu de la peine Ouais, pour puis lui. tu vois, ça veut dire qu'il Mais, est encore capable de s'effacer offensivement s'il n'y a pas besoin, quoi. ouais, Oui. voilà. Voilà, c'est ce qui est plaisant avec Lou Dort depuis l'an dernier, c'est qu'on n'a plus. Bon, Constant l'a dit, il y a quand même un drive par match d'Ahuri où il fait n'importe quoi. Vraiment, les provocations de lancer, je pense il ne sait pas utiliser son corps offensivement, Dort. Je pense qu'il n'a pas appris ça. Mais ce qui est Il bien, se c'est que tord c'est de pas le partout seul. pour choper des lancers. Et du coup, il y, Ouais. il y a des situations où des fois il te fait un truc, tu dis, mais comment il vient de mettre ça? Genre, c'était archi compliqué et tout. Il y a Et les pull-ups en reculant à mi-distance. Il en fait de temps en temps, c'est très bizarre. Des fois, ça touche pas l'arceau, des fois, ça fait ficelle sans toucher l'arceau. C'est très étrange, vraiment, c'est du paranormal. Mm. Hein. après, ah si, je voulais rajouter un truc, vous avez parlé de son tir. Son tir, il a changé pour moi. Hein. Il a Bah, plus il la en a même parlé l'an gestuelle. dernier. Hein. De toute façon. Ouais, il a plus la même gestuelle, il a une gestuelle plus rapide, un peu plus fluide et moins les pieds dans le ciment. Il y a même des tirs où il finit pas vraiment le geste, je sais pas si vous voyez, tu sais, en mode je lâche la balle, un peu comme les vrais shooters, là, je dis vrais Le shooters. no deep three. Ouais. Enfin voilà, je pense qu'il a vraiment changé son tir, ce qui lui permet d'ailleurs, et tu l'as dit Tom, de tirer souvent, même quand il y a un défenseur qui est plus proche qu'avant. En fait, en général, il l'a changé, mais il ne s'adapte toujours pas au fait qu'il y a un défenseur ou pas face à lui. Il continue de prendre la même mécanique qu'il y a un défenseur ou pas. Tu sais, t'as des shooters, ils s'adaptent quand les défenseurs montent un peu plus, ils accélèrent un peu leur mécanique. Bon, les cas extrêmes, c'est genre Nicolas Batum qui laisse la balle là et qui déclenche direct, mais lui ne s'adapte pas. Mais oui, par contre, je suis d'accord, la mécanique en général, par rapport à l'an dernier, elle est un peu plus fluide. Il y a du mieux. Très bien, on nous dit assez dur avec Lou Dort, vu son niveau, etc. Mais bon, c'est déjà très bien. Il répond aux attentes, on va dire. Il les a Est-ce pas qu'il excès. explose les attentes? Non. Il répond aux attentes. Voilà.
Parlons de Cason Wallace maintenant, je sais pas si c'est encore lui, ça doit être encore lui dans le classement, ça a Ouais. peut-être bougé, mais... Oui. Tom, Oui. parle de Cason Wallace, tiens. Toi et moi qui étions dans le train depuis longtemps, est-ce que le train s'est pas arrêté un petit peu en gare à un moment quand même? Le train va avoir un petit peu de retard. Voilà, c'est la SNCF qui sonne cette année. Moi, je lui ai mis 10. J'étais très sympa sur ma note avec Cason Oh, c'est Wallace. généreux. Hein. C'est très généreux Moi parce je trouve que pas. défensivement, je le trouve très très bon défensivement. Il y a une progression défensivement de Cason Wallace. Une de mes séquences préférées de l'année, je crois que c'était toi, Constant, qui l'avait partagé, la défense sur Kevin Porter Ouais. Jr. Il l'éteint. Oui. Il l'éteint. Kevin Porter Jr. n'existe plus après cette action. Et à tous les matchs, tu as des possessions défensives de Cason Wallace où le mec attaque sur lui et il lui prend le ballon, il part avec. C'est impressionnant. Tu sens qu'il s'est étoffé physiquement et ça se ressent sur ces 1 contre 1 qui joue défensivement. Il est plus. Sur son il tir est- aussi, ça se ressent. Ah oui, bah, je vais te laisser en parler parce que tu vas être plus tranchant sur Cason Wallace là-dessus, je pense. Mais je parle du positif quand même. Défensivement, c'est très bien. Et il y a toujours ces petites séquences où il est dans le dunker spot. Là, quand on parlait des guards qui sont dans le dunker spot, Cason Wallace, il y a toujours un petit apport là-dessus. Par contre, on ne peut pas mettre plus de 10. Et comme dit, je me trouve très généreux en mettant 10 parce que au niveau du tir, c'est catastrophique. Il ne rentre plus rien. Il est à 26% à 3 points. Mm. Personnellement, je parlais un peu de développement, de playmaking un peu de Cason Wallace. Bon, pour l'instant, on ne le voit pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de playmaking de la part de Cason. Donc, ouais, offensivement, c'est très limité. La moyenne, quand même, par rapport à ce qu'il fait défensivement, vu qu'OKC, c'est quand même une équipe exceptionnelle défensivement, il faut quand même récompenser, je trouve, un peu les gros contributeurs de ce côté du terrain, mais pas plus, parce qu'en attaque, c'est affreux. Mhm. Constant. Ouais, bah, moi j'ai mis 8, hein. Je suis désolé. J'ai mis 8 à Cason Wallace. Il remplit pas du tout les attentes. C'est-à-dire que oui, défensivement, ok, super. Hein. Il n'y a rien à dire sur sa défense. C'est un générateur de turnover lui aussi assez exceptionnel. La capacité, comme tu l'as dit, Tom, à soit être disruptif sur les lignes de passe, soit à piquer des ballons carrément directement sur le porteur de balle, il est super. Par contre, en attaque, il n'y a rien du tout. Je suis désolé. La stat, l'an dernier, il était à 44% sur ses catch and shoot à 3 points. Cette année, il est à 25. 25. Ça fait 20 points de pourcentage quasiment en moins. Limite, l'écart d'adresse du Thunder à 3 points entre cette année et l'an dernier, elle se compense juste par la différence d'adresse de Cason Wallace. Enfin, il y a un moment où on y croyait, on va être très honnête, on y croyait, on en avait parlé. Le départ de Josh Giddey, potentiellement, pouvait potentiellement l'amener à avoir plus de responsabilités, balle en main. On n'était pas complètement chaud, on va dire, sur la capacité de Cason Wallace à créer, mais on se disait, bon, au moins, ça mérite d'être expérimenté. Là, pour le coup, il n'y a rien du tout. Ah si, moi Il je n'y a suis pas rien du d'accord. tout. Hein. Moi je suis pas du tout d'accord. Bah, moi, je suis pas. Ouais, il n'y a rien d'efficace, en tout cas. Ah, alors S'il ça y a, s'il y a quelque chose, il n'y a rien c'est un autre d'efficace. débat ça. Donc voilà, donc si tu es un porteur de balle et que en fait bah, tu ne mets pas un panier, bon bah est-ce que tu crois vraiment dans l'auto-création? Je suis pas convaincu. Mais si tu en termes de playmaking, il a un peu progressé, tu vois, contrairement à ce que disait Tom, moi je trouve qu'en termes de playmaking, il a un peu progressé. Par contre, il était à 91% de réussite sur les tirs près du cercle l'an dernier, il est à 61 cette année. Enfin voilà, il y a tout qui est en baisse dans le jeu offensif de Cason Wallace, hormis un petit peu d'auto-création. Donc ouais, pour moi, on va peut-être me dire 8, t'es dur, mais pour moi, c'est pas du tout au niveau des attentes que je pouvais avoir. Tu vois, limite, on pouvait se dire, OK, Cason Wallace, quand on débattait du cinquième titulaire, à partir du moment où Alex Caruso n'est pas considéré comme étant le cinquième titulaire parce que Mark Daigneault l'utilise autrement, limite, ça devait être clairement lui, le cinquième titulaire. Et ben, en fait, ça ne l'est pas. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de frustration sur le jeu offensif de Cason Wallace sur ce début de saison et que malgré l'impact défensif, et je l'utiliserai cet argument pour un autre joueur qu'on notera durant cet épisode, l'impact défensif ne suffit pas à compenser la pauvreté offensive de ce joueur-là sur ce début de saison. Ouais, moi je lui ai mis 10. Alors je rejoins Tom défensivement où je le trouve en progrès par rapport à l'année dernière et parce qu'il a pris de la masse, il l'a dit, hein, il a pris de la masse, il en avait marre de se faire défoncer par Shea, donc il a grossi et ça se ressent sur certaines actions. Donc je le trouve bien meilleur défensivement, plus costaud, plus solide, etc. Et je trouve que quand même, cet aspect de solidité un peu plus costaud, ça se ressent sur certaines choses en attaque. Ça se voyait plus en début de saison que là ces derniers matchs, mais il arrivait un peu mieux à se créer un drive, à jouer son pick and roll, etc. Tu voyais que c'était un peu mieux maîtrisé physiquement, on va dire, ce qu'il faisait.
Et pour moi, c'est là où j'étais pas d'accord avec toi, Constant, c'est que je trouve il a un peu plus de responsabilité. Alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est bien? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, je le vois un peu plus balle en main que l'année dernière. L'exemple, là, contre Golden State, il y a une situation où il va driver, servir Dillon Jones dans le dunker spot. Il y a eu des trucs comme ça où, bon, ça, l'année dernière, il n'y avait pas trop. Il y a eu des mid-range, il y a eu des choses comme ça. Ça, pour moi, on le voyait pas forcément. Alors, est-ce que pour l'instant, ça marche? Je suis pas non plus très sûr. Ah. Mais ouais. Alors, le gros truc pour moi, effectivement, c'est le tir qui ne rentre plus. Je pense que la vérité se situe entre cette année et l'année dernière où il était en surchauffe et là il est en sous-chauffe. Je sais pas si ça se dit, mais Ouais. je pense Ouais, que. par contre, Il est il froid. te fait des écarts. Ouais, Ouais. non, Ah, c'est vraiment. Ouais, inquiétant. ça, c'est inquiétant. Un bon shooter fait pas les écarts que fait Kayson Wallace. Ce qui me rassure un tout petit peu, c'est qu'il perd pas non plus confiance, ou il prend quand même des tirs comme il prenait l'année dernière. Il a pas changé son régime de tir, j'ai envie de dire. Pour l'instant, en tout cas, il les prend encore. Donc, il va falloir que ça tombe dedans à un moment. Il y a un match où c'est tombé dedans, là, il y a pas longtemps. Je sais plus contre qui c'est. Sacramento. Sacramento. Non, ou San Antonio, San il est Antonio. à 3 sur San 5 Antonio, là. ouais. Voilà, je me suis dit, bon, ça va peut-être le lancer. Bon, pas forcément. Mais en fait, c'est que l'année dernière, je le trouvais très unidimensionnel en attaque. Donc il y avait le tir en spot-up concrètement, 2-3 dunker spot, 2-3 cut, mais voilà. Très bon défensivement, donc tu avais ça. Et il n'y avait pas grand-chose d'autre. Cette année, j'ai l'impression que tu as plus de choses, tu as plus de dimensions, mais tu as perdu ta dimension principale, quoi. Tu n'as plus le tir. Donc du coup, tu as un joueur moins bon au final. Et ça, ouais, ça c'est assez compromettant. Est-ce que c'est lié à sa prise de muscle, comme on nous dit dans le chat? Peut-être, ça peut jouer, effectivement. Mais il va falloir que le tir retombe dedans, sinon bah, t'es moins sur un style de la draft, t'es moins sur un joueur si intéressant que ça à mettre sur le terrain, quoi. Ah, super, t'as Jared Vanderbilt, quoi. T'as Petite un mec en version attaque, t'as un mec 1m90. en attaque, il a du passing, et sinon tout le reste c'est un plot, quoi. Enfin, et de toute façon, pour revenir sur l'autocréation de Kayson Wallace, quand le Thunder, tu parlais du fait, Pierre, qu'on le voyait plus par la force des choses et de par les absences, on le Aussi, voyait bien un peu sûr, plus ouais. porter la balle. Mais par contre, quand les absents, parce qu'il y a bien un moment où ça va arriver, quand tous les absents, quand tous les blessés vont revenir, bah, c'est pas ce que tu vas lui demander. Et la principale caractéristique d'un role-player, je suis désolé, ça reste sa capacité à fonctionner à 3 points, Mm. surtout pour un extérieur. Donc à partir du moment où, oui, ok, tu as des trucs un petit peu balle en main, tu as un peu plus de rôle de connecteur que ce que tu avais l'an passé, mais quand tu mets pas tes 3 points, eh ben, ça crée des problèmes pour l'équipe parce que déjà, les autres sont pas forcément ceux qui mettent le plus dedans, les copains. Et puis en plus, quand tu es un guard, bah, ça te limite à des situations où bah, tu dois te retrouver dans le dunker spot parce que finalement, les autres ne vont pas te respecter si tu es dans le corner. Enfin, sur les tirs dans le corner, à 3 points, il est passé de 44 à 27% cette année. Enfin, c'est famélique, Ouais, absolument mais c'est famélique. Donc anormal, je pense. Enfin, c'est. oui, mais les Non, mais il y 44 a... l'étaient déjà Oui, aussi, comme oui. tu l'as dit tout à l'heure. Donc, faut remonter. Mais, ou en tout cas, faut pas être en dessous de tout comme il l'est actuellement. En plus, c'est anormal, mais il y a un gros, tu sens un gros manque de rythme ou de confiance, hein, parce que, comme tu as dit, Constant, il y a des écarts énormes sur ces tirs, quoi. Mm. C'est pas, ça fait gamelle et juste ça rentre pas, quoi. Vraiment, il fait du bord d'arceau, il y a même eu des airballs. Enfin, franchement, Mm. c'est assez inquiétant. Et playmaking, moi, je serais un peu plus sévère que vous, parce que il y a eu quelques séquences sympas, mais moi, quand je vois Kayson Wallace niveau playmaking, il en apporte moins que d'autres role-players de l'équipe qui sont pas forcément des monstres de playmaking non plus, hein. Un Aaron Wiggins apporte plus, un Alex Caruso apporte plus, même un AJ Mitchell apporte plus, je trouve, en termes de playmaking que Kayson Wallace, hein, sur les séquences où il est là. Caruso, Je je suis trouve pas que sûr, hein. Kayson. Ah, Chez Caruso, Caruso, moi, c'est par Caruso, il rapport à apporte, hein. Wiggins, limite, où je suis pas d'accord. Ah, Wiggins, c'est que Wiggins a plus de capacité en 1 contre 1, bon, on en parlera après, mais Kayson Wallace, moi je suis un peu, alors peut-être que je le projetais trop au niveau playmaking, mais je suis un peu sur ma faim, quoi. Je trouve que pour l'instant, c'est pas terrible, hein, honnêtement. Ouais. Bon. Premier joueur un peu négatif aujourd'hui. Mm. On va enchaîner. Isaiah Joe. Mm. Je vais y aller. Je lui ai mis 12. Je pense que Ouah. j'étais plus gentil que vous. Pourquoi je lui ai mis 12? D'abord parce que je regarde son pourcentage au tir. Il est en dessous des 40%, mais il a 39%. Donc c'est pas cataclysmique. Mais il y a eu quand même des écarts. Il y a eu des matchs où il a rien mis dedans, etc. Je le sens quand même moins adroit globalement que l'année dernière. Alors après, le match contre Golden State, il le fait pas gagner, mais il aide très très bien à la victoire. Donc bon, faut pas enlever ça, et c'est pour ça aussi que je lui mets quand même pas mal de points. C'est qu'il a fait basculer certaines rencontres où il a su des fois pas prendre feu, mais apporter un surplus de scoring, et c'est l'un des seuls à pouvoir le faire des fois en sortie de banc avec un autre qu'on va parler juste après. Donc c'est intéressant.
Ouais, après, est-ce qu'il surestime, comment dire, augmente par rapport à mes attentes? Ouais, je suis pas sûr. Parce que il joue plus, il prend plus de tirs, mais est-ce que il les met moins? Donc bon, je sais pas comment bien me positionner, quoi. Je suis content qu'il ait un peu plus de tirs, etc. Mais ouais, il confirme pas pour l'instant. Après, j'aime bien toujours certains flashs d'utilisation qu'on a, notamment avec Hartenstein, notamment off-ball, etc. Euh, pff, mais c'est encore trop faible pour moi, quoi. Donc voilà, 12 pour son rôle des fois de boost offensif. Et parce que il a gagné en responsabilité, mais maintenant, encore une fois, il faut que les tirs tombent dedans. Et oui, d'ailleurs, ça va être 36% à 3 points, 39% c'est sur la Ouais. globalité. J'ai lu trop vite. 39, c'est son pourcentage au tir, c'est Ouais, la problème. oui. Et c'est un petit peu ce que je lui reproche. Alors, si vous regardez les catch and shoot, il est passé de 43 l'an dernier à 42 cette saison au niveau des 3 points. Donc c'est bien. La différence en termes de perte d'adresse, elle se fait pas là, elle se fait sur les pull-ups. Parce qu'il y a 2 fois plus de pull-ups. Et sur ces pull-ups à 3 points, il est à 22%. Moi j'ai mis 9 à Isaiah Joe. Je vais être très honnête, pour moi, son début de saison, c'est pas vraiment au niveau des attentes que je pouvais avoir concernant Isaiah Joe. Je trouve que il est un peu en deçà de ce qu'il pouvait faire sur les précédentes saisons, surtout Mm, que c'est un ça joueur c'est qui avait sûr. souvent tendance à bien débuter les débuts de saison et plutôt tendance à mal les finir, j'ai envie de dire. Donc ouais, moi je lui mets un tout petit peu en dessous de la moyenne parce que on n'est pas très loin du insatisfaisant pour le début de saison d'Isaiah Joe. Pour moi, tu as des situations où tu en as parlé un petit peu, Pierre, match face aux Warriors ou face aux Lakers. Vas-y, il shoot dans un fauteuil parce qu'Hartenstein Mm, lui pose un écran XXL. Ça, il doit les mettre. Et on en avait parlé quand on avait fait la preview. On avait dit les tirs qu'avait Dante DiVincenzo, là, au Knicks, où tu avais un écran d'Azay Hartenstein. Azay Joe, il allait avoir les mêmes. Sauf que bah, là, sur les 4 matchs qu'il joue avec Hartenstein, il met pas dedans. Match face aux Lakers, vraiment, il est catastrophique en termes d'adresse. Et la problématique d'Azay Joe, c'est que tu es dans un collectif qui est tellement fort défensivement que ouais. bah, c'est un peu lui qui est un peu sur le côté. Et s'il apporte pas du shooting, il va pas apporter du hustle, hormis un ou deux passages en force. Il va pas être le plus impliqué au rebond. Donc voilà, à partir du moment où il met pas dedans, je trouve qu'il n'est pas arrivé au stade où il est capable d'apporter autre chose. Ce qui est le cas, bah, typiquement pour un Cason Wallace, ce qui est le cas pour un Alex Caruso, qui sont capables d'amener d'autres trucs, même les soirs où ils mettent pas dedans. Après, Zaya Joe a toujours sa gravité, mais voilà, je trouve que il n'a pas forcément progressé dans d'autres domaines dans le registre offensif pour réellement dire ah ok, je lui mets une note un peu plus élevée, même s'il tient un peu moins bien que les 2 précédentes années. Ouais, juste pour confirmer ce que tu as dit, c'est vrai que genre Cason Wallace, comme il défend, et comme OKC gagne en plus les matchs défensivement, j'ai envie de dire là depuis un moment, bah, t'as Ouais. plus envie de le mettre lui sur le terrain que Joe qui se retrouve des fois à jouer des garbage time avec les autres, parce que du coup il a pas eu de Mm. temps de jeu énormément, donc il le met un peu avec les autres. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai été gentil sur sa note, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Après, alors moi j'ai 11 pour Isaiah Joe, je suis un peu plus proche de Pierre que de Constant sur la note. Je suis pas totalement d'accord avec le fait qu'il soit. S'il rentre pas ses tirs, il est forcément sur le banc parce que bah, la gravité qu'il apporte, c'est tout con, mais quand tu as besoin de mettre des points, Mark Daigneault, il va mettre Isaiah Joe sur le terrain plutôt que Cason Wallace. Donc après, c'est insuffisant, on est d'accord. 36% à 3 points, c'est pas assez. Isaiah Joe, c'est 40. C'est tout ce qu'on demande. Non, mais c'est vrai, en attaque, il sert exclusivement à prendre des tirs, Isaiah Joe. Mais avoir la relation avec Hartenstein, parce qu'il y a eu des choses sympas, même si pour l'instant les tirs rentrent pas, et contre les Lakers, effectivement, c'était pas très beau. Mais je trouve qu'il arrive quand même à rester sur le terrain, pas trop négatif, même quand ses tirs rentrent pas, parce que défensivement, je le trouve pas largué non plus. Les passages en force, c'est celui qui en provoque le plus de l'équipe. Bon, Kenrich est revenu il n'y a pas si longtemps, donc peut-être qu'il va repasser devant, mais Mm. il en provoque quasiment un tous les 2 matchs, Isaiah Joe. Donc c'est quand même intéressant. Il est pas négatif de ce côté du terrain. Et comme dit, même quand ses tirs rentrent pas, il apporte de la gravité parce que à tout moment ça peut se débloquer. Et il y a quand même des matchs cette année, par exemple, je crois que c'était les Clippers où il en plante 3 de suite, 2 ou 3 de suite, dont un step back. Où il y a des coups de chaud et en fait il te fait un run, juste avec ses 3 points et donc ça continue de rester un danger. Mais effectivement, faut qu'il règle la mire et qu'il remonte à ses standards habituels assez rapidement. Ouais, bon. Après, la problématique, c'est que, tu vois, défensivement, il est correct, mais dans une équipe où tu as 9 pitbulls, bah, du coup, c'est un peu lui Ah oui, le vilain petit canard de et l'effectif. Mais tu vous- vois, offensivement, je l'ai vu passer dans le chat, c'est vrai qu'il va moins au cercle que l'an dernier. ouais. Il s'arrête parfois. Mm. Il prend, vous savez, un petit pull-up là, à mi-distance, là, souvent à 45 degrés. Bon, est-ce que tu as vraiment très envie de voir Isaiah Joe faire ça? Je suis pas convaincu non plus. Donc,
Bah, surtout qu'au Après, il y a cercle, aussi. il est capable. Hein. Là, il y a eu une Bon, il action. a 80% Ouais, il y a une de action, réussite c'est au cercle. contre les Warriors, là où il met un tir. Oui, mais enfin voilà, il a 7 tirs tentés près du cercle cette saison. Limite, franchement, mets-le dans le dunker spot. J'ai envie de le voir dans le dunker spot pour voir ce que ça donne. On l'avait fait un peu, enfin, OKC l'avait un peu fait en début de saison. Où ça mettait Azayajo dans le dunker spot. Là, tu le mets pas trop. Mais voilà, je trouve que t'as un niveau d'attente supplémentaire aussi de par son contrat, puisque lui a Mm. été prolongé cet été. Donc, il a été prolongé pour un montant conséquent quand même, puisqu'on est au-dessus de la mid-level. Donc, forcément, tu t'attendais pas forcément à un niveau d'augmentation de son volume ou à une augmentation de son niveau individuel énorme. Par contre, bah, tu es aussi un peu obligé de juger en fonction du contrat. Et tu vois, typiquement, alors on va me taper dessus, mais vous regardez le match face aux Lakers. Alors, ok, il est en feu complet, mais typiquement, Isaiah Joe fait pas un meilleur match que Dalton Connect, quoi. Et alors que Non. typiquement, c'est deux joueurs qui sont dans le même registre, complètement dans le même registre en plus. Ouais. Je me suis fait la même réflexion en regardant d'ailleurs. J'ai dit putain, ces tirs-là, si Joe il pouvait les avoir et les mettre, ça serait. Ouais, mais bon, on a préféré drafter Nicolas Topic. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Passons à l'autre joueur qui a prolongé du coup cet été. Je fais une belle transition. Aaron Wiggins. Moi, je vais laisser. Non, je vais laisser la parole à Constant. Combien tu as mis Aaron Wiggins? 13, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la note qu'on met à Aaron Wiggins. Hein. C'est toujours un peu pareil. Alors, son temps de jeu a augmenté. Je pense que son temps de jeu pourrait être encore plus important si on enlevait les minutes d'un joueur qu'on évoquera au dernier, hein, qui se retrouve avec des minutes dont on ne sait pas trop ce qu'elle fout là. Je pense qu'elle pourrait directement aller dans le panier des minutes d'Aaron Wiggins. Ce serait quand même très intéressant. Il avait très bien débuté. Il est un peu en dedans là, depuis, Ouais. depuis quelques matchs. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la création individuelle est quand même intéressante, même si là aussi, avec la blessure de Chet, bah, on le voit pas trop. C'est un peu une problématique et c'est un peu un truc que j'ai envie de pointer, c'est que bah ouais, on souligne cette problématique du troisième créateur via le dribble qu'on n'a pas, mais tu as un joueur comme Aaron Wiggins qui est potentiellement capable de le faire face à des secondes unités et il n'est pas utilisé dans ce sens-là. Donc moi, ça me pose un petit peu problème. Et sinon, l'adresse, bah, typiquement, c'est l'un de ceux qui a su garder son adresse de l'an passé. Défensivement, il est très intéressant, même s'il n'est pas au niveau d'un Lou Dort, il n'est pas au niveau d'un Cason Wallace, il n'est pas au niveau d'un Alex Caruso. C'est le couteau suisse, on va dire, de l'effectif. Moi, je le trouve toujours utile dans ses entrées. Alors après, il y a des matchs où il est plus utile que d'autres, mais je le vois rarement négatif, en fait. Je le vois jamais extrêmement positif, hormis sur les tout premiers matchs du début de saison, mais il y a très peu de matchs où je me dis, ouais, Aaron Wiggins, il a vraiment été mauvais ce soir. Ouais, il fait le taf. Il déçoit jamais. Ouais, Hein. Bah non, mais ouais. son rôle est un peu plus grand que la saison dernière, tu l'as dit. Plus de temps de jeu, plus de tirs. Il a gardé son adresse de loin et tu sens qu'il a confiance dans son tir hein, parce qu'il prend de ses tirs des fois à l'extérieur. C'est du niveau d'Isaiah Joe où je me pose pas de questions. Donc ça, c'est Mm. intéressant. Et effectivement, il faudrait pas perdre cet aspect drive, jeu d'appui dans la raquette et de feinte, etc. Alors je pense pas qu'il soit capable de vraiment créer pour les autres, mais pour lui, il est capable. Donc pour le coup, ouais, Mm. effectivement, de décharger un peu chez J-Dub parfois, ça pourrait être intéressant en l'utilisant lui. Donc non, mais pas grand-chose à dire. Et bah, le gros point positif de lui, c'est quand même par rapport à d'autres, il apporte un peu de longueur, il est un peu plus grand, il est quand même plus ailier quand même que guard. Ouais. Ça fait quand même plaisir des fois d'avoir un joueur un peu plus grand. Et dans le small ball, il n'était pas pour rien non plus que ça fonctionnait. Hein. C'est un joueur Mm. qui était un peu plus grand et qui jouait plus grand que sa taille aussi. Donc non, c'est vrai que c'est pas sur celui qu'on va passer le plus de temps, mais encore très intéressant. Ouais. T'as mis combien du coup? J'ai mis 14, pardon. C'est vrai que j'ai pas dit. 14, ok. Ouais, 13, moi, comme constant. Mais j'ai pas beaucoup plus à ajouter parce qu'on a globalement tous le même avis sur Wiggins, c'est que c'est un bon joueur de basket. Voilà, qui fait plein de trucs cool. 42% à 3 points. Alors, je sais pas si c'est en termes de part de 3 points sur son nombre de tirs global, il a augmenté, mais il prend, en tout cas en volume, plus de tirs à 3 points. Oui, son, Cette année, son three-point attempted rate a augmenté. ouais, là, il est quasiment à la moitié, donc c'est bien. Il garde un très bon pourcentage, donc ça, c'est cool. Et comme vous en avez parlé, il y a des capacités d'autocréation. Il s'est développé un petit turnaround de la ligne des lancers qui fait souvent au buzzer. D'ailleurs, en déséquilibre, tout ça, il en a mis 2 ou 3 déjà cette année. Je sais pas, enfin, c'était un Il peu avait déjà un peu l'an des dernier. tirs Ouais, il avait casse-croûte. déjà. Ouais. Et là, il ajoute une petite note de style, je trouve. Il est tout le temps un peu en arrière et tout, en déséquilibre. Ça rentre à chaque fois, c'est assez étonnant. Mais ouais, globalement, aucun point fort élite, mais aucun point faible non plus. C'est un mec qui est très utile sur le terrain, donc ouais, 13. J'ai juste l'impression qu'on le voit moins en transition que les années d'avant. Alors est-ce que OKC en joue moins aussi? Mais je pense pas. Ah non, vu le nombre de Donc ouais, pertes de c'est pour balles, ça. non, on joue pas Il y a, mal. il y a d'autres joueurs qui se projettent, je pense, niveau transition Ouais. aussi, qu'on voit plus. Mais peut-être ça qui est un peu plus
Un peu plus, ouais, c'est peut-être qu'une impression aussi, hein, donc voilà. Et comme on le dit dans le chat, il fait rien de mal, mais rien d'élite, c'est que c'est le joueur mid par excellence, c'est un peu ça, hein. Mid, c'est dur, mais Mais c'est le mid joueur bien, en mais pas sens top. positif, quoi. Ouais. Après, s'il tire comme ça à 3 points, bon, c'est quand même Ouais, Très une bien, belle hein. compétence, faut quoi. juste, faut juste pas nous ressortir le même coup que l'an dernier. C'est je Ouais, tire à 45% dans la saison régulière et puis en playoff, oh bah 28! Oh bah alors, comment ça se passe? ouais, voilà. Passons au divin chauve, Alex Caruso. Tom, combien tu lui as mis? Alors, le divin chauve, moi j'ai mis 13 à Alex Caruso. Ouah, ouah, on Comptez-vous, va là, avoir c'est un vrai pas... débat. Alors, je sais pas, Pierre, si tu es d'accord avec moi. J'ai l'impression que Constant est un peu, Je l'ai un peu en Ah ouais, dessous, je là, l'ai sceptique un sur peu la en note. là, on dessous. va avoir un vrai débat par contre. Alors, pourquoi j'ai mis 13 à Alex Caruso, malgré des stats offensives affreuses au niveau du scoring? On est d'accord, il a 36% au tir, 20% à 3 points, c'est horrible au niveau du tir. Le truc, c'est que si Caruso mettait ses 3 points, je lui aurais mis genre 15, parce que défensivement, il a un impact, c'est un grand malade, ce type, hein. Matt, la Vraiment, taille du si, le si fait la Ah taille de oui, la muraille il de faut mettre Chine, les quoi. tirs, C'est il faut si mettre les Caruso tirs. met ses 3 points, non mais là, le si, c'est genre, je sais pas, moi, c'est si Aaron Wiggins développe le bagage offensif de chez Gideus Alexander, on est champion là. C'est Non, un non, si non, de non. cette taille-là. Là. Caruso, il peut les mettre, les tirs dans le corner. Ça se trouve, en fin de saison, on se retrouve, il a 36% à 3 points, et on se dit, ouais, bah, finalement, On vu va le le début de chemin. saison, c'était pas mal. Il va falloir shooter à Let's go. 45 Mais, sur le restant de la saison Ouais, il va pour falloir remonter qu'il à mette 36, dedans hein. et qu'il joue déjà. qu'il arrête de prendre ses. Oui, déjà, faut qu'il joue. Ça va être important avec Caruso, c'est revient vite. Parce que là ça devient inquiétant. Ça fait quoi, 6 matchs qu'il est absent? 5-6 matchs? Non, Sur le road trip. Donc, 4, Hmm. 4. Il est pas là du road 4. trip. Ah, mais il avait une petite absence en cours de, je crois, 1 ou 2 matchs où il était pas là Ah, aussi. c'était la hanche Et déjà. il a aggravé sa blessure. Ouais. Mais alors, je vois dans le chat, généreux avec Caruso. Quelle est la différence avec Kayson? Bah, c'est que Caruso, il est quand même utile offensivement via son playmaking. Il apporte du passing plus que Kayson. Moi, Ouais. Kayson, je le trouve quasiment inutile offensivement. Viteuf, hein. Ah, mais franchement, il apporte du playmaking et surtout, il apporte de la transition. Alors, via ce qu'il fait en défense, hein, évidemment. Mais du coup, il Ouais, apporte de mais l'allant ça, c'était offensif. sur les Kayson 3 aussi, derniers hein. matchs, quoi. Et puis ça, c'était les 3 derniers matchs où il a mis 17 points parce qu'il était en feu, quoi. Ah, face à Ah, mais moi, Portland. je parle pas Ouais. forcément de scoring. Il apporte du rythme, Caruso. Il apporte de la vitesse dans le jeu. Et surtout, défensivement, Caruso, il est meilleur que Kayson Wallace. J'adore Kayson Wallace. Il a progressé oui. défensivement. Mais les matchs de Caruso défensivement, c'est un Oui, malade, sur le ce mec, hein. defensive. Ah oui, Caruso, voilà, c'est ça. C'est que Caruso, s'il joue à 7 minutes et qu'il joue à ces matchs, voilà, c'est un gros signe. Il n'arrivera pas, ceci là. Mais s'il n'était pas il a quoi, même pas 20 minutes par match, bah, c'est au defensif parce que le mec, il est tout le temps fort défensivement. Il a 3 matchs à au moins 5 stocks. Donc, stocks, c'est interception et contre cumulé. Donc, c'est un excellent playmaker défensif et c'est globalement un excellent défenseur. Sur le small ball d'OKC, c'est un mec qui est très intéressant à mettre poste 5 parce qu'on a eu du J-Dub hein, quand il n'y avait plus de pivot. Mais Caruso a joué sur les séquences de small ball en début de saison poste 5, entre guillemets poste 5. Hein. Mais ça marchait plutôt bien. Et moi, je suis désolé, offensivement, il n'est pas inutile au point de Kayson. Je trouve que niveau passing, rien qu'avec ça, il apporte un peu plus. Ça reste insuffisant, parce qu'il va falloir qu'il mette ses tirs, hein, mais je le trouve pas négatif, pas totalement négatif en attaque. Et vu le niveau défensif qu'il affiche, ouais, je lui mets 13. Ouais. Je le trouve bon, Caruso. Oh Ok. non, 13. Je lui ai mis 11, moi. Alors, défensivement, C'est effectivement. encore trop. Effectivement, défensivement, bon, dans un rôle assez spécial, hein, d'ailleurs, très off-ball, très en mode Ouais. fais ce que tu veux en défense, casse ce que tu veux, mais gagne des ballons, et voilà. Voilà, ouais, il apporte tellement de chaos en fait défensivement quand il joue que ça profite énormément. Ok, si ça donne plein d'interceptions. Après, il y a des actions avec des anticipations et des réflexes que j'ai peu vu de joueurs faire, franchement. Des trucs, ouais, je me demande comment il fait. Donc vraiment ça, moi j'ai aucun souci, on le voit pas en point of attack, du coup pas du tout, j'ai l'impression, mais pas forcément dérangeant vu Dort les se autres débrouille joueurs. très Ouais, bien. ouais. Dort se débrouille bien, donc ça Je va. le mets quand même dans les positifs parce qu'il a eu un rôle, et il l'aura peut-être encore, de backup pivot assez inattendu, et assez pas fonctionnel, mais bon, qui m'a pas forcément déçu. Il posait les écrans, il faisait les bons, il roulait bien au cercle, etc. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, offensivement, il y avait rien. Enfin, je sais pas combien de matchs il a joué, mais sur les 10 premiers, si t'enlèves les 3 13. derniers, voilà, bah tu vois, c'est ça. Il y avait rien. Il prenait pas de tir, il faisait pas de passe, il drivait pas. Il était défendu, je l'avais dit, un peu comme Josh Giddey par certaines équipes, parce qu'il mettait rien et qu'il tirait pas. Et ça, c'est problématique, vraiment. Et après, oui, les derniers matchs, il s'est réveillé, il commençait de mettre des tirs, il a même mis un tir en première intention, après interception, il y avait des contre-attaques, etc.
Mais pour l'instant, il n'a pas prouvé en fait. Il n'a pas prouvé qu'il allait redevenir un joueur compétent offensivement. Et ça, tu peux pas lui mettre, je peux pas lui mettre plus. Et déjà, oui, c'est bien le maximum, quoi. Donc ouais, c'est assez inquiétant, je sais pas, mais ça va être à suivre sur la saison en fait. S'il prend des responsabilités ou s'il reste dans la Gordon Hayward zone où il sert à rien, quoi. Non, il regarde le panier. Là, c'est dur. Ouais. Oui, Il prend des Il y a, tirs, Caruso. il y a un Il les met moment pas, où mais il les prend. regardait plus le oui, il y a panier. un On moment, en il a faisait parlé plus, hein. quand on a fait le podcast sur la blessure de Chet. Là, au moins, depuis sur les matchs avant qu'il se blesse, il commençait à regarder le panier. Le problème, c'est que le panier, il le regardait mal quand il voyait Alex Caruso arriver. C'est ça toute la problématique. Non, mais alors déjà, petit truc pour Tom sur le fait qu'il soit dans les halls defensive, cette fameuse barre des 20 minutes, hein, parce qu'il faut jouer 65 Ah oui, non, mais il fois sera pas, 20 on est minutes. d'accord. Il a joué seulement 7 matchs à 20 minutes ou plus depuis le début de saison. Donc du coup, ça fait 13 en moins, 69. Donc il lui reste seulement 4 matchs ou 4 jokers, entre guillemets, pour être éligible au All Et puis il faut Defensive qu'il Team. joue Donc 20 minutes, hein, parce que je suis voilà, pas. c'est pour ça. Donc il lui Ouais, il reste sera 4, pas, on est 4 d'accord. jokers. Mais disons que s'il était éligible au All Defensive Team, avec le niveau qu'il affiche sur le terrain, c'est un All Defensive, Caruso. Oui, Il est incroyable défensivement. comme il a été l'an dernier. C'est pour ça que je lui mets 8. Moi, je lui mets 8, Alex Caruso. C'est que au niveau des attentes, on savait qu'il allait évoluer à niveau All Defensive Team, surtout avec une équipe de tarés défensifs comme il y a au KC, que ce soit avec Dort, que ce soit avec Kayson Wallace, que ce soit avec Chet quand il est là, avec Hartenstein. Forcément, Alex Caruso, comme tu l'as dit, Pierre, il se retrouve dans le rôle de free safety, Ah où ouais. le mec, vas-y, je te pique des ballons dans tous les sens, vas-y, je te fais des contres en second rideau. Ok, mais en attaque, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il est dans la jauge Guidi Zone. C'est une catastrophe en attaque. Quand on avait fait le podcast sur son arrivée, on avait dit, bon, il tirait à 41% à 3 points l'an dernier sur sa saison avec Chicago. Pas sûr que ça tienne. Mais il tire à 20%. Ouais, là, il y a. C'est-à-dire Oui. que il tire à 20%. Il tire 5 points de moins que Kayson Wallace. 5 points de moins. Et pour moi, c'est pour ça que je leur mets la même note. C'est que, ouais, défensivement, il y a un gap d'écart. Mais par contre, offensivement, les trous d'air d'Alex Caruso se voient beaucoup plus que les trous d'air de Kayson Wallace parce qu'il est beaucoup plus impliqué dans le jeu offensif. Et puis, il y a aussi une question qui va se poser parce que on dit là, on va regarder au fur et à mesure que la saison avance et qu'il va retrouver son adresse. Mais dans 3 semaines, ça va faire 6 mois qu'il a été échangé. Donc, il est éligible à son extension, là, 80 millions sur 4 ans. Mais avec le niveau qu'il propose offensivement, tu lui donnes pas 80 millions sur 4 ans. Là où, s'il avait gardé la même production et la même adresse que la saison dernière à Chicago, la négociation, elle était pliée. Sauf que là, tu arrives sur un joueur qui a 31 ans, qui en attaque est catastrophique. Et là, du coup, tu vas peut-être avoir une second thought, une arrière-pensée en disant en fait, je vais peut-être pas lui proposer ce salaire-là. Donc, moi, il faut surveiller parce que Alex Caruso est potentiellement free agent. Enfin, hormis prolongation, sera free agent l'été prochain. C'est un joueur important du roster, donc il faut quand même faire gaffe. Bon. Mais oui, moi, je lui mets 8 parce que là, l'impact défensif est très bon, mais en attaque, il n'y a rien du tout. C'est Rien un du tout. joueur important En du attaque, je roster. trouve. Est-ce qu'il est important pour l'instant? Il est important défensivement, c'est-à-dire que Quand Mais même, hein. tu survis sans Défensivement, lui. c'est. T'es encore premier oui, sans parce que lui. Enfin, Parce Tu que tu survis. as 1 milliard de joueurs qui sont bah capables voilà, de c'est le pour faire. Mais ça. je pense que quand tu vas arriver en playoff et Je suis, qu'il faudra faire des choix, je suis pas je suis sûr que ce soit complètement dans ces d'accord. minutes Je que suis tu tailles. complètement d'accord avec toi et c'est aussi en réaction à ce que dit Kamel qu'on banalise trop la défense alors qu'on est historique. Mais pour moi, la défense, elle tient pour l'instant sans lui. Pour l'instant, Caruso doit plus prouver, presque j'ai envie de dire, que OKC. Hein. Donc oui, je suis d'accord que quand il a joué défensivement, c'était un vrai délire. Mais s'il y a que ça, ouais, bah non, en fait, tu peux t'en passer, je pense. Hein. Bon, Caruso, quand même, il change des momentum rien qu'avec des plays défensifs, hein. Et il C'est quand t'en même casse un. d'autres rien Bah qu'avec ouais. des trous offensifs. Ah, en attaque, je suis d'accord que les Le tirs match rentrent à pas et San Antonio, les tirs rentrent pas, on Je est dis pas que d'accord. c'est un Par joueur, contre, je dis pas que c'est un joueur négatif parce que alors que son attaque est vraiment faible, mais il y a un moment où tu te poseras la question. Si genre il est aussi mauvais en attaque, ça va être dur de le faire jouer en playoff. Enfin, je suis. Ah, Ouais. oui, s'il rentre rien, on est d'accord qu'il faut qu'il rentre ses tirs. Ça, par contre, c'est le gros point noir. Mais je suis désolé, moi, s'il tourne à 35-36% à 3 points sur la saison, je lui mets 15. Ah bah ouais, mais il est à Je... 20. Ah oui, mais il est dégueulasse. Mais comme je vous dis, en attaque, je le trouve plus utile qu'un Kayson Wallace. Le playmaking de Caruso, il y a quand même un minimum, quoi. Il y a quand même, je sais pas, il y a qui apporte plus de playmaking dans l'équipe? Chez J-Dub, Hartenstein. Ça, on est d'accord. Qui apporte plus de playmaking que Chet Caruso dans quand il l'équipe? était là. Chet. Chet, ouais, bon, on enlève. Chet, imaginons, il est pas Et éligible. en vrai, On sait qu'on avec le tous revoit les plus. joueurs du banc, tu peux faire débat. Sur le début de saison de Caruso, en attaque, Non, il Moi, faisait Kayson rien. Wallace, Kayson au niveau Wallace, du non. playmaking, il est pas très loin de Caruso. AJ Mitchell sur 6 minutes donne plus de playmaking que Caruso. Hein. Je suis désolé. Ouais, Franchement, Caruso, maintenant, je le trouve très intéressant au niveau playmaking, hein.
honnêtement. On est d'accord par contre que le scoring, c'est le gros point noir de Caruso. Et Trey, c'est peut-être, oui, un peu généreux là-dessus. Parce qu'en attaque, c'est pas terrible. Mais franchement, on est quand même avec un mec qui est énorme défensivement sur les minutes qu'il a sur le terrain. Donc, Ah ouais, mais bon, il n'y a que ça. mais c'est déjà bien quand même. Ah oui, mais pour comparer à Caruso, encore une fois, au niveau des oui. attentes, c'était pas ce que C'est pas ce t'attendais. que t'attends. T'attendais pas un joueur unidimensionnel. Tout Ouais. aussi fort qu'il est Vous défensivement. attendiez un gros shooter? Bah, qu'il soit Ah, à 35 qu'il était à points, Chicago. J'attendais On un en a mec à parlé. 35, j'attendais un mec à 35-36%. Ouais, mais il est à 20. La Ah saison ouais, mais à il est à Chicago 20. à 40. Il est à 20. On revient toujours sur le même Ah point, oui, mais il est c'est à pour 20. ça. Oui, mais c'est pour ça. S'il était à Ouais, mais 35, il l'est il pas. en mettrait 15. Il l'est quoi. pas. Oui, mais il y est Oui, pas. il l'est pas. On est d'accord, mais il apporte quand même. Enfin, sur le Bah, terrain, désolé, quand il est là, il est oui, très il souvent apporte. positif. quand même, hein. Il apporte et j'ai hâte qu'il revienne, etc. Mais il y a un moment, il va falloir mettre des tirs. Je suis d'accord. Il a jamais autant apporté pas- que contre les. Je sais plus qui, il a mis 17 points et voilà. Non, là, contre Portland, il est Oui. à 1 sur 2 à 3 points. C'est juste qu'il est en feu Non, mais total. même là, il du apporte coup. différemment sur des contre-attaques, etc. Même ça, il y avait plus. Enfin, moi, il y avait plus rien au début de saison, il y avait rien. Offensivement. Oui, je suis d'accord. Je trouve sévère. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord là-dessus. Bon, enchaînons. Parlons de A.J. Mitchell. Je vais commencer parce que c'est une de mes meilleures notes, honnêtement. Parce que si on part des attentes que j'avais vis-à-vis du joueur, bah j'en avais pas. On n'a même pas parlé de lui dans les previews parce qu'on ne pensait pas qu'il jouerait. Et il a joué tous les matchs de la saison avec quand même pas mal de minutes pour un rookie drafté au second tour, oui. Et honnêtement, alors il y a eu des moments compliqués, il y a eu encore des matchs compliqués, etc. Mais il y a eu des matchs où franchement, bah, j'ai un joueur NBA en face, quoi. Enfin, je suis désolé, contre pas mal d'équipes, que ce soit balle en main ou en spot-up où il a su mettre quelques tirs, etc. Je le trouve intéressant. Et pour le coup, il a un profil assez différent des autres joueurs dont on a parlé sur le banc, où lui, j'ai quand même... Alors, on l'utilise pas forcément de cette façon-là, mais c'est plus un meneur traditionnel quand même. Si on peut lui donner la balle, il sait jouer un pick and roll, il sait driver... voilà, alors on l'utilise en dunker spot, on l'utilise en spot up aussi, mais globalement j'ai vu plus de choses d'un meneur traditionnel chez lui que chez beaucoup de joueurs qu'on a utilisés. Je vais pas faire tout son profil, etc. Voilà, mais concrètement, je le trouve intéressant et je trouve qu'il peut apporter quelque chose de différent des autres joueurs. Donc je lui mets cette note-là et je trouve intéressant depuis le début de saison et j'en attendais pas grand-chose, donc voilà. Et ce que je me dis depuis le début, mais je l'ai déjà dit, ce joueur-là, pour moi, et son utilisation, ça doit être la projection de Topic plus tard, avec peut-être plus de responsabilités s'il est bon, etc. Mais dans l'utilisation balle en main, quand il est sur le terrain, Mitchell, il a la balle en main. Alors, c'est pas lui qui crée toute l'action ou qui finit l'action, loin de là, mais il a souvent la balle dans les mains. Et ça, c'est intéressant, je trouve, pour son développement à lui, et je trouve que c'est pas inintéressant pour OKC non plus. Ouais, c'est généreux, hein. Même là, je me suis retenu quand vous avez parlé sur le playmaking, mais pour moi, il y a pas beaucoup de playmaking, en fait. On va être très honnête, hein. Pour les autres Tu ou vas pour lui? comparer... Non, pour les autres. Il y Non, en a non, un peu moins playmaking, pour les non, autres, je pense, ouais. Je suis d'accord. Voilà, même comparé, tu vois, encore une fois, on en revient toujours au même débat, mais il y a plus de connecteurs de Caruso et de Kayson Wallace que de capacité de création pour les autres des Jay Mitchell. Moi, j'ai Je mis suis pas 13. d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord avec Constant. Il y a des matchs où Jay Mitchell, il a pas la balle, hein, quasiment. Il y en a où il a beaucoup la balle. C'est peut-être ça qui me fausse aussi. Ouais, et puis sur du garbage time aussi, parce que lui, pour le Non, coup, mais les même, garbage tu vois, time, contre il a joué. Sacramento, où il y a d'autres trucs, il y a d'autres matchs où il s'est quand même plus montré, où il y a des drives. Tu vois, là, contre les Warriors, je crois, c'est lui qui met le Oui, tir en fin de possession sur un truc tout seul. Hein. la dernière Ouais. possession de la deuxième Ok. mi-temps où il fait un drive, où il fait une fake pass pour Dion Jones, et il Hmm. finit. On sent qu'il a des Oui. bonnes capacités de passe, mais il est pas ultra responsabilisé non plus, hein. Il y a quand même des matchs où il touche pas beaucoup la J'ai balle. quand même l'impression que j'en ai vu plus de lui que d'un Kayson Wallace déjà à balle en main. C'est ça qui est. Ouais, Kayson pas Wallace, convaincu, pourquoi hein. pas, ouais. Pourquoi pas Parce que Kayson Kayson Wallace, Wallace mais- avait un peu ce rôle-là l'an dernier sur les garbage time, hein. Souviens-toi, hein. C'était un peu lui qui était balle en main en mode vas-y, fais des trucs là. Ouais, sur le Parce qu'on garbage, fait- ouais. Hmm. Bah, c'est un peu le cas avec Jay Mitchell, hein, en Ouais. vrai. Moi, j'ai mis 13 parce que c'est une bonne surprise. Après, c'est clairement un joueur qui bénéficie des absences de tous les côtés. Je pense qu'à la demi-seconde où tu récupères une rotation de guard complète, je suis pas sûr qu'il soit encore dedans. Oui. Moi, c'est Il était au match c'est un 1. bon. Non, non, il joue que le garbage du match, hein. Ah ouais? Il joue 6 minutes. Non, Pour il moi, joue, il joue. il joue dans le. Non, il joue dans des minutes qui comptent. Il joue pas beaucoup, mais Ouais, il joue 6 c'est minutes. pas que du garbage. Ouais, 6 minutes. Allez, Pour ouais, moi, à un il moment, joue, t'es même pas. des fois, il rentre qu'au deuxième quart-temps, mais il joue presque toujours les deuxièmes quart-temps déjà.
Non, il joue 5 minutes en première mi-temps face à Denver, le premier match de la saison, et il joue 40 secondes en deuxième mi-temps. Enfin, il joue une minute en deuxième mi-temps, mais à 6 minutes, est-ce que tu es vraiment. Enfin, selon les critères de la NBA, tu même pas considéré dans la rotation 6 minutes. Après, c'est un match, mais tous les autres matchs, il est là. Hein. Et t'as Ouais, pas. parce qu'il y a Caruso qui est pas là, il y a Machin qui est pas là. Et puis, comme tu n'avais pas de pivot, tu étais obligé de redécaler plutôt tes Ouais, ça, on guards est et tes d'accord. forwards au poste de Hmm. pivot. Donc, du coup, ça libérait des minutes sur le poste de guard. Donc, voilà. C'est une bonne surprise. Hein. Je vais être très honnête, c'est une très bonne surprise. C'est le meilleur rookie du Thunder sur ce début de saison et d'assez loin. Après, tu vois, Topic, je suis pas sûr qu'il pourra évoluer dans le rôle de Jay Mitchell parce que déjà, Jay Mitchell shoot à 42% à 3 points. C'est vrai. D'ici à ce que Topic shoot à 42% à 3 points, ce sera le bout du monde. Mais non, non, mais c'est honnête, c'est honnête. La doublette, la Portland-Sacramento, il est Hmm. bon. En fait, j'ai l'impression que c'est un rookie, donc il est souvent sur courant alternatif. Tu vois, il y a des matchs où il va te planter 10 points, il y en a d'autres où tu vas te dire, ouais, je comprends pas ce qu'il fait sur le parquet. Dans des quatrièmes cartons où tu es en mode, ouais, c'est un peu dur pour lui. Mais c'est très honnête, son début de saison, c'est très honnête. Après, je suis pas convaincu que quand tu auras un effectif au complet, ce qui sera pas avant à mi-février, je suis pas sûr que tu le reverras vraiment de façon régulière. Comme constant, je mets 13 et c'est une bonne surprise. C'est un two-way, hein, c'est important de le rappeler, sachant qu'OKC teste un peu des mecs sur le 15e spot de contrat garanti. Il y a eu Malé Williams en début de saison qui a été coupé, et là, c'est Brandon Carlson, je crois. Hmm. Tester, c'est un grand mot Pivot. parce qu'il joue même pas, les gars. Non, Il joue il pas. joue pour le Blue. Ouais. Ouais, mais tu vois, ils sont dans le groupe, ils testent à mettre des contrats comme ça. Bon, le 15e contrat garanti, il faut que ce soit AJ Mitchell à un moment donné, parce qu'il produit des bonnes choses sur le terrain. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais vu qu'on ne l'attendait pas du tout et qu'il a des minutes à tous les matchs, et que souvent il est pertinent, je trouve, justement, moi je le trouve rarement à la ramasse. Je le trouve rarement incroyable, mais je trouve que globalement il est là, il fait des bonnes choses balle en main, des bons choix à la passe, au scoring. Enfin, même défensivement, il fait pas tâche non plus, alors que c'est un joueur qui est pas si grand. Je crois pas qu'il fasse le mètre 90 et Jamie Mitchell. Si, il fait Donc, un 96. Ouais, 96. après, ouais, 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 moi il j'ai des est problèmes grand. avec les annonces de taille là. Genre, apparemment, il ferait presque la taille de J-Dub, quoi. Enfin, non. Bah, moi, ça Bah, me il paraît. y a avec les Ouais, ouais, chaussures, c'est sans chiant. chaussures, sur la Ah pointe oui. des pieds. Est-ce qu'il s'est levé du jour où il avait sa plus haute croissance? Enfin, voilà, toujours des trucs. Mais en tout cas, il fait au moins la taille d'un Stephen Curry. Et Stephen Curry, il fait 1m90. Ah, il me paraissait un peu petit, tu vois. Enfin, Non, il après, est un pas si petit que 88, ça, Qu'il ouais. est peut-être, assez- c'est Hmm. plus comme Parce ça, qu'il mais est ouais, frêle. ok. Ouais. Et dans tous les cas, il tient bien la route sur le terrain. Et vu qu'on ne l'attendait pas du tout, oui, 13, hein, c'est très bien. Et Jay Mitchell, c'est le meilleur rookie du Thunder, comme tu l'as dit, Constant. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on en C'est parlera pas après. forcément difficile non plus. Oui. Mais oui, et c'est pas forcément difficile. T'en as un qui est blessé et l'autre, bon, on en discutera. Mais oui, c'est satisfaisant. On s'attendait pas à le voir, donc c'est cool. Très bien, et Jay Mitchell. Mm. Bon, ok. Enchaînons. On a parlé d'un joueur qu'on pensait pas parler déjà. Parlons du vieux père maintenant, Kenrich Williams. Il faut en parler. Parce qu'on l'aura attendu son retour quand même à Kenrich. Hein. Ça fait un moment qu'on l'attend. Le retour salvateur, le mec qui revient le match d'après Ouais, de la ouf. blessure de Chet, Ouais. c'est vraiment le mec qui a choisi son timing pour revenir, quoi. Moi, je lui ai mis 13. Pourquoi? Parce que je le trouve pas en méforme physique, pour le coup, par rapport à ce que je m'attendais. Donc déjà, ça c'est positif. Je m'attendais à pire. Parce qu'il a fait basculer un ou deux matchs quand même. Alors je ne saurais plus lesquels fois je regarde, mais il y a un ou deux matchs où vraiment il est très intéressant. Sacramento, Ouais, il est bien. et franchement, il fait vraiment du bien. Parce qu'il apporte un truc, alors qu'il y a peut-être un petit peu avec Caruso Hartenstein, mais s'il faut aller se mettre des pains à tout le monde, et ben il le fera. Et ça, je pense que ça manquait un peu dans l'effectif, honnêtement. Et je pense que cette caution un peu de. Voilà, pas de mauvais garçon, parce que c'est pas un mauvais garçon, mais d'être capable d'aller mettre des coups, etc. Ça se voit que lui, il peut apporter ça en partie, et je le trouve intéressant. Le tir pour l'instant c'est un match sur 3 ou sur 2, enfin faut voir, pas tout le temps là. Mais après ils se font bien dans le collectif, il apporte quand même un minimum de taille, etc. Donc sans être flamboyant, sans être à son meilleur niveau non plus, je le trouve pas à la rue non, à la rue quoi. Donc voilà, 13. Moi, je pars Moi, sur. Vas-y, Tom. Je pars sur un 12, un peu comme toi. Alors déjà, j'étais celui qui ne croyait pas en un retour physiquement de Kenrich, donc les menottes. Les menottes, il a l'air apte physiquement. Le tout premier match où il claque un contre, où il se détend à fond comme ça pour aller contrer, je me J'ai dis, eu bah peur tiens, qu'il le se dos repète a directement. l'air d'aller bien. Ouais, je me suis Mais dit, les lombaires, elles il a doivent tirer. retrouvé les cannes, hein. Non, non, il a l'air d'être bien physiquement. Alors, il est moins utilisé en pivot à proprement parler, même si dans les small line-up, c'est sur le papier, lui, considéré comme un pivot, mais il n'est pas vraiment utilisé comme ça.
Donc ça lui fait du bien physiquement forcément. Et c'est vrai que malgré le fait qu'au tir il est à 28%, hein, ça rentre quand même vraiment pas pour l'instant, malgré ça, il a un apport qui est positif. Il a retrouvé son mulet. C'était quelque chose qu'on avait perdu l'an dernier. Il a c'est même retrouvé pas un mulet, hein. Alors, c'est un bout de mulet. C'est même... C'est un bout de mulet. Ouais, c'est infâme. Il y a un genre de coup de rasoir au-dessus. Enfin, je sais pas ce qu'il fait niveau capillaire, pardon, Kenrich, mais Et après, les gens se demandent pourquoi on fait 2 heures de live. On va faire. On pourquoi parle C'est du important, c'est les vrais sujets. le capillaire. C'est les vrais sujets. Bah, Mais il l'avait l'an dernier, hein, les gars. Il avait déjà Oui, la oui, même mais on merdouille l'avait derrière. pas vu hein. l'année dernière. ouais, mais il l'avait rasé à un moment donné. Et Bah bizarrement. là, il est fait toujours pas rasé. Ah, Hein. mais quand on Ouais, voit qu'en mais interview, là, ils parlent de la ça tenue de repousse. chez, enfin, qu'ils font ça en conf de presse, on peut parler de son mulet, on est obligé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, voilà, c'est du bon Kenrich. Il y a toujours des charges, un match sur deux, une charge tous les 2 matchs quasiment aussi. Donc c'est du Kenrich dans le texte. Bon défensivement. Et il a même fait un match où il est à 4 sur 4 au lancer. Pour l'instant, il a raté aucun lancer, je crois. Incroyable. Depuis Oui. qu'il est revenu, c'est lunaire de la part de Kenrich. Donc au-delà de la vanne, c'est un bon retour. C'est bien sans être exceptionnel, mais c'est correct. Donc 12. Kenrich a mis seulement un lancer de moins en 9 matchs que sur les 69 de l'an C'est ouf, dernier. ça. Voilà. Il était à 7 sur 14 au lancer l'an dernier. Il est à 6 sur 6 en 9 matchs. On parlait de joueurs d'OKC qui devaient provoquer des fautes. C'est peut-être lui, hein, finalement. Non, non, mais. Ouais, mais je sais pas. Bah, c'est bien en plus que je sois passé en dernier, puisque Pierre a mis 13, Tom a mis 12. Moi, j'ai mis 11 à Kenrich. Parce que, en vrai, bon, il a retrouvé les cannes, ce qui est toujours satisfaisant. Après, on n'est plus sur le Kenrich fabuleux d'il y a 2 ans, là. La saison sans chat, la 22-23, où il joue pivot. Vas-y, je te fais du connecteur dans tous les sens. Je te mets dedans à 3 points. Je te mets des pull-ups à mi-distance. Enfin, voilà, on n'est plus sur ce Kenrich-là. Donc, déjà qu'il ait retrouvé les cannes et que ce soit un joueur utile de la rotation sur 12-13 minutes, c'est déjà bien. Après, on va être très honnête, lui aussi, je pense que en tant que small ball big, notamment le match face aux Warriors où il prend quand même une bonne sauce, puisque c'est lui le poste 5 lorsque Hartenstein a des problèmes de faute, il prend une bonne sauce au rebond offensif. Donc voilà, je pense que ça va être un ailier. Ça va être un ailier, on va dire, un peu, pas forcément le plus mobile, mais ça va être un 4 solide, quoi. Ça va pas être un small ball 5 comme ça pouvait l'être à l'époque. Ça va pas vraiment être un poste 3, ça va être un 4 solide. Et voilà, il fait des trucs honnêtes. Il a retrouvé un peu de réussite près du cercle, il a retrouvé un petit peu d'explosivité. Après, les tirs tombent pas dedans. Le rôle de connecteur est un peu moins présent, donc moi je mets 11. Au moins, je suis content de le revoir dans un bon état physique. Après, c'est plus le Kenrich il y a 2 ans, quoi. Ouais, mais même déjà physiquement, d'être comme ça apporte, je trouve, pour le roster. Et les Oui. tirs peuvent tomber Ouais, dedans. puis Les il est matchs en où ça forme, tombe c'est dedans, il fait mal. Hein. Il fait mal après. Oui. Il reste 2 joueurs. D'abord Ousmane Dieng, on revient du côté de la France, qui est blessé là actuellement au doigt, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Ouais. Qui s'est blessé en J-League. Combien tu l'as mis, Tom? 9. J'ai pas mis la moyenne à Ousmane. C'est le premier joueur que je mets sous la moyenne, malgré ma déception contre Kayson. Hein, donc, ce qu'il y a de positif côté Ousmane Dieng, je trouve, c'est défensivement, il y avait du mieux. Quand on voyait sur le terrain, il utilisait un peu mieux sa taille, même s'il avait tendance à se faire un peu enfoncer physiquement. Alors, pour un mec de 100 kg, ça me fait toujours un peu chier de voir ça, mais il y a des fois où il se faisait enfoncer quand il défendait le cercle. Donc tu voyais quand même bien la différence avec Chet, hein, mais je trouve qu'il n'était pas ridicule défensivement. Il se servait mieux de sa taille notamment. De son envergure. Il était dans le ton de l'équipe au niveau agressivité défensif. Enfin, je le trouvais pas trop mal de ce côté du terrain. Par contre, même si c'est un meilleur joueur de basket qu'à son arrivée en NBA, c'est toujours pas un joueur de rotation, Ousmane Dieng, parce qu'en attaque, c'est pas possible. Le tir, on abandonne. Hein. Il a jamais rentré ses tirs, Ousmane Dieng, même à l'époque, quand il jouait en Australie ou même avant à l'INSEP, il rentrait pas ses tirs, mais vu qu'il y avait une belle mécanique qui était fluide, on se dit ok, il y a un truc à faire. Là, cette année, il est encore à 25% à 3 points. Hein. C'est pas un mec fiable à 3 points. Tu le défends pas, Ousmane Dieng. Et surtout, moi, ce qui me frustre avec Ousmane Dieng, c'est que c'est un mec de 2m08 qui n'attaque pas le panier. Et ça, c'est rédhibitoire. Il se sert autant défensivement, sa taille, il arrive à comprendre comment s'en servir et il y a du mieux. Autant en attaque, il a tendance à tourner le dos au panier, à jamais agresser le cercle. Et c'est pas possible. Donc c'est pas un début de saison catastrophique de Dieng, mais c'est pas suffisant pour se faire sa place à OKC et globalement voilà, Ousmane Dieng dans le projet d'OKC, on n'y croyait quasiment plus, voire plus du tout. Bon, ça dépend qui. Ça se confirme sur le début de saison. Ça dépend, les ricains y croyaient. Mais Hein. même, non, Les mais Ricains on a peut-être, nos mais fans bon, de Dieng qui sont tout le temps là sur Twitter. Ouais, les irréductibles gaulois qui auraient déjà abandonné le projet s'il n'était pas français, mais bon, Ouais. ça c'est un autre débat. Mais non, mais je plaisante. Mais
J'ai mis la même note que Tom, j'ai mis 9 et limite, je me dis, je l'ai surnoté parce que vu que j'ai sous-noté tout le monde comparé à vous, avoir la même note que toi, je me dis peut-être que je l'ai un peu surnoté. C'est pas un joueur de rotation NBA, c'est pas un joueur, encore moins dans une équipe qui doit jouer le titre. Je suis désolé, hein. Tom, tu parlais du fait qu'il était long défensivement. Bah, on en a Il joue parlé pas dans 5. l'épisode sur la blessure de Chet. Il jouait pas 5. Il jouait pas 5. Au début, ouais, mais il a commencé à être mis sur le côté à l'extérieur, même quand tu avais J-Dub en 5, parce qu'effectivement, il se fait trop enfoncer au cercle. Et il y avait Voilà. du mieux Puis défensivement, surtout c'était que pas tu exceptionnel, voulais mais pas il le y avait faire un peu de défendre mieux le quand même. pick and roll, je pense surtout. Bah Aussi, oui. aussi, ouais. Donc pour moi, en fait, franchement, il y a rien. Pour être très honnête, il y a rien dans le truc d'Ousmane Dieng. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par deux facettes d'une piécette différente. C'est-à-dire qu'on va finir. Enfin, l'avant-dernier, c'est Ousmane Dieng que tu as drafté en étant un prospect très brut et qui marche pas pour tout un tas de raisons. Et l'autre, c'est un prospect plus vieux qui marche pas pour tout un tas de raisons aussi. Donc, comme quoi, la draft n'est pas. Il n'y a pas une méthode pour drafter des bons joueurs, mais ouais, je trouve que Ousmane Dieng. Alors, déjà, lui, franchement, entre sa blessure où il se pète le poignet là, au moment où Poku est out sur sa saison rookie, et là où il se pète le doigt pendant 3 semaines, au moment où il y a que des absents, franchement, il trouve jamais le bon timing pour se blesser, quoi. Ousmane Dieng, c'est toujours assez cata ces timings de blessure, en tout cas pour lui, parce qu'il avait encore du temps de jeu à avoir, je Ah oui. pense. Mais ouais, pour moi, il y a rien du tout. Il y a rien du tout dans T'as le mis truc plus à dans Dieng le qu'à jeu d'Ousmane Caruso, Dieng. on me demande. Oui, parce que j'attendais rien du C'est vrai, tout c'est d'Ousmane vrai, dit Dieng. comme ça. Alors que Caruso, j'attendais au moins qu'il ait l'apport qu'il pouvait avoir aux Bulls l'an Bah, dernier. moi, c'est un peu comme toi. En fait, j'attendais rien. Donc, du coup, je le mets 11 parce que j'attendais rien. Et je suis un chouïa plus positif que vous. Et encore, c'est un grand mot. Parce que je trouve que je voyais il y avait quand même, je trouve, progressé sur le début de saison. Il était un peu moins perdu dans son rôle. Il était un peu moins catastrophique par passage, etc. Et des matchs où il avait mis un peu de tir, un peu de contre-attaque. Sans être un vrai joueur de rotation. Mais tu voyais que déjà, il y avait au moins un mini développement. Il y avait quelque chose. Et je suis un peu moins dur que vous là-dessus. Après, si avec des jumelles, déjà, tu avais l'impression que c'était un joueur NBA, c'est tout, quoi. Enfin, si tu as la loupe, non. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est. Ouais, je. Et puis, encore une fois, quand tu as plus de pivot, que c'est le joueur plus grand du roster, avec peut-être 10 cm de plus que tout le monde, et que tu l'utilises même pas en poste 5 parce qu'il n'est pas forcément capable de l'assumer, qu'il n'a pas gagné forcément tant de jeux non plus, tu t'as préféré jouer small ball, et que là en plus il se blesse, ouah, c'est dur d'être positif, quoi. Enfin, il avait, là pour le coup, il avait un pont d'or pour jouer et avoir des Mm. responsabilités et Ouais. gagner des minutes. Et non. Mm. Donc Ouais, voilà. non, mais tu D'accord. sens, c'est con, c'est que tu sens que c'est un meilleur basketteur et qu'il a bossé pour être meilleur, etc. Et qu'il se donne sur le terrain, mais Ouais. c'est pas niveau NBA. C'est pas Ouais, niveau NBA. Et putain, tu fais 2,08 m, attaque-moi ce On se, cercle. on se dirige peut-être Il y en a vers le marre. plus gros fail de Presti à la draft quand même. Quasi. Surtout avec ce que tu as Bah oui, envoyé c'est pour pour le ça que je dis ça. récupérer, hein. Ah, 3 3 firsts, hein. firsts. C'est 3 pour ça que je firsts. dis ça, hein. Alors t'avais de quoi envoyer, c'est pas le problème, mais ouais, c'est l'un des plus gros. Et puis la compa avec Jalen Williams qui est drafté juste après, Oui. elle fait mal, hein. Pour le coup, Ouais. Ouais, bah après, bon, c'est difficile. Bon, c'est peut-être le plus gros échec de l'histoire de draft du Thunder, mais bon, la draft 2022 Ouais, c'est la d'OKC, je plus pense que grosse ton projet il réussite. bascule ce soir-là, oui, hein. Donc, oui, non, ça va, ça va. Mais c'est juste que tu vois, il est à la place d'à côté, c'est deux pics d'OKC, tu dis, Mais quand même, il il y avait y a ce un truc grand écart entre que les deux. J-Dub a été pris en 12 et pas 11 pour que ça soit le pic d'OKC et que si jamais le ouais, si trade le trade capote, capote, t'avais quand même J-Dub, hein. Il y avait aussi ça. tout à fait. Tout à fait. Finissons sur Dillon Jones. C'est le dernier joueur. Je lui ai mis 9, moi c'est ma pire note. Parce que honnêtement, j'étais pas confiant sur ce qu'il allait produire, mais j'étais curieux. Et là, il n'y a rien. L'adresse n'est pas là. Franchement, c'est pire que Dieng, hein. Mais pas un tir. Il loupe des À trucs, 15%. voilà, c'est catastrophique. Je vois comment on veut l'utiliser sur du small ball, voilà, qui peut prendre des rebonds, il peut défendre un peu tous les postes, etc. Bon, ok, mais sans grande. Je suis pas convaincu non plus. Et ouais, offensivement, pour l'instant, il sert pas à grand chose. Et un match, contre qui c'était, où il a vraiment été bon. Ça sortait un peu de nulle part. Il a mis 12 C'est points, contre je crois, Dallas. comme ça, mais... Où Contre il Dallas, fait, ouais. ouais, là pour le coup, je dis bon, ok. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec lui, hein. Honnêtement, c'est dur. c'est- En fait, on arrive dans le pire scénario de joueur vieux qui ne sert à Ouais. rien en NBA. Donc, tu n'as même pas la marge de progression, tu vois, qu'on pouvait avoir pour Ousmane Dieng. Lui, il a 23 ans. Et c'est le point que vous avez souligné, que Tom t'avait souligné au moment de sa draft. Quel est son rôle en NBA, en fait? À partir du moment où il n'a pas tous les ballons, comme c'était le cas à la fac, quel est son rôle? Moi, j'ai mis 6 à Dion Jones. Non, mais il est catastrophique.
C'est-à-dire que lui aussi, il avait un pont d'or pour choper 20 minutes là. Mais il sert à rien. Il sert à rien. Déjà en défense, bon, il amène un peu de physicalité et encore, c'est à peu près tout. On essaye de l'utiliser, comme tu l'as dit, un peu dans le rôle qu'avait Kenrich ou que peut avoir Kenrich actuellement en small ball 5 ou en pur ailier qui est capable de coffre athlétique. Mais en vrai, même ça, on le voit pas trop, quoi. Et donc, et en attaque, c'est inexistant. Le playmaking, il n'y a rien. La création individuelle, il n'y a rien. Le jeu est en complet, quoi, Dillon Jones. Donc, non, pour moi, c'est un joueur. Mais voilà, parce que Mark Denlow, il aime bien faire des rotations à 11 ou à 12, même quand il y a des blessés. Mais c'est un joueur qui doit clairement sauter dans la rotation. Et si tu as un coach qui n'est pas Mark Denlow et qui est un peu moins enclin à faire jouer beaucoup de joueurs en sortie de banc, ça ferait longtemps qu'il ne verrait plus le parquet. Donc, non, pour moi, c'est 6 parce que c'est un joueur vraiment qui n'a rien pour lui et qui ne semble même pas savoir quel est son rôle ou dans quel domaine il peut apporter. C'est quand même embêtant pour un joueur de 23 ans. Après, il joue parce que c'est un Ouais. rookie de premier tour. Hein. Aussi. Là où Et t'as AJ pas Mitchell, il d'intérieur joue parce aussi. qu'il est plutôt bon, enfin on va dire, lui il joue parce qu'il est au premier tour. Je pense. Ouais. Oui, puis que t'as pas d'intérieur aussi. Oui, Enfin, oui. sinon, tu fais jouer Brandon Carlson, quoi. Qui En a joué Oregon, une possession l'autre Il a fois. joué 20 secondes. Ouais, c'est vrai. Il a pas touché la balle, mais il était là. Adam Flagler, bien sûr. Hein, la Ah, Adam légende. Flagler. On n'a Match pas Adam noté Flagler face aux mais Spurs. on n'a pas noté Adam Flagler, mais alors là, niveau pétage de câble devant le Big Pass, celui-là, il a été très haut. Ouais. Mais non, bah moi, 7, hein, Dylan Jones, pareil, je suis peut-être sévère, mais non, il est paumé sur le terrain. J'étais déjà pas fan du profil au moment de la draft. Et des deux côtés du terrain, défensivement, il est trop petit pour jouer poste 5. Et c'est un peu le seul rôle qu'on peut lui donner, mais il est trop petit pour être vraiment un poste 5 qui protège le cercle, et il est trop costaud et pas assez vif pour être dans le mindset OKC d'ultra agressivité sur les porteurs, etc. Il peut pas suivre ce rythme-là que peuvent avoir tous les autres profils, hein, Caruso, Kayson, enfin, on va tous les répéter. Et en attaque, il rentre pas de 3 points. Son tir à 3 points, c'est peut-être le pire de l'équipe, alors qu'on a parlé de Ousmane qui rentre rien, mais Dieng, au moins, il y a une bonne mécanique et le ballon, il touche l'arceau à chaque fois. Et Kayson Wallace, c'est des gros écarts, mais on sait que c'est un mec qui est capable d'en mettre. Dylan Jones, non, c'est pas un shooter, Dylan Jones. Tu le laisses grand ouvert et t'es serein, tu joues les mains dans le dos, les yeux bandés, hein, face à lui qui est à 3 points, c'est pas possible. Et même pour attaquer le cercle, ça marche pas. Il n'y a pas d'apport de playmaking forcément, parce que vu qu'il représente pas un danger au scoring, on lui donne pas forcément la balle. Non, oui, il est perdu sur le terrain, Dylan Jones. Il a pas d'utilité actuellement et il joue juste parce qu'il y a des blessés. En vrai, ce joueur-là, est-ce qu'il faut pas l'utiliser en poseur d'écran, je joue les mains à main et je fais les passes et je vais finir au cercle? C'est le seul truc, parce que normalement, il est censé avoir de la qualité de passe et de rebond. C'était le truc. Mais est-ce qu'il sait faire ça? Parce qu'à la fac, ouais. il avait tout le temps la balle et du coup, il jouait jamais poseur d'écran, off-ball et tout. Est-ce qu'il a des capacités de joueur off-ball, Dylan Jones? C'est une vraie question, hein, parce que... Il n'a pas de notion de roleplayer. Mais oui, il est perdu, quoi. Il est perdu sur le terrain. Donc est-ce que ça viendra petit à petit? Bon, on espère, mais pour l'instant, c'est compliqué. Alors là, je tourne pour que ça vienne. Ouais. Ah, pour peu qu'il y ait un jour un retour de Jalen Williams, on revoit plus Dylan Jones. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a Jalen Il va lui aussi. prendre ses minutes, c'est fini. Hein. C'est vrai qu'il y a Bon, alors ça, Jalen, pour l'instant, si j'ai on pas pouvait ne forcément pas envie voir qu'il les deux, revienne. Ouais, j'ai pas forcément voilà. envie qu'il revienne, Jalen, pour l'instant. Aucun des deux. Tu coupes là et les 10 minutes là de Dylan Jones, tu les mets à Aaron Wiggins. Allez hop, on n'en parle plus. Hein. Bon, messieurs, on a été très long sur ce live, presque 2 heures. Donc merci à tous ceux qui ont suivi ça, qui ont participé dans le chat, etc. On s'excuse pour les petits grésillements, les petits bugs des fois, c'est toujours pareil en live. Voilà, on dépend un peu de nos connexions, de tout ça, donc on essaie de faire au mieux. Et puis abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch bientôt, on est bientôt 500 followers, donc allez-y, bientôt 1000 aussi sur YouTube, hein, bientôt. Voilà, ça dépend comment vous abonnez, mais voilà, on s'en rapproche. Et puis on passe une très bonne saison pour l'instant en tout cas. On est premier, tout va bien pour l'instant, donc venez suivre ça avec nous, et puis ce soir ça joue, il y a grosse confrontation à l'ouest, donc bon match à tout le monde. Bon, vous l'aurez vu quand vous allez écouter ça en replay, mais bon match à tout le monde, et puis salut, à bientôt. Salut. Salut.